Anthony Boutier, merci beaucoup d'être, aujourd'hui, ici sur le podcast. Je suis vraiment très content de t'avoir. Tu vois, j'ai eu Julien Dumora, sur le podcast, qui je trouve te ressemble un peu dans ce profil un peu, joueur assez complet, régulier, qui a pas forcément et là-dessus, c'est pas du tout une critique, qui a pas du tout un espèce d'énorme, X factor, tu vois? Comme on dit maintenant, où le mec est capable de traverser 4 fois le terrain, mais par contre qui est très régulier, très complet. Donc je suis super content d'avoir, un joueur de ton profil et puis quand même, champion de France, avec le MHR. Donc on va revenir là-dessus. J'aimerais bien, ouais, faire un peu tout ton parcours depuis Pouillon jusque Vannes, puis le MHR, puis Revannes et puis faire un peu de skills au poste, ouais, de voir comment tu prends tes décisions, de voir, comment tu fais ce coup de pied vrillé. Est-ce que ça te va? Oui, bien sûr, avec Est-ce grand que plaisir. est-ce que tu peux te présenter, même si je l'ai un peu fait pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bah, Anthony Boutier, je suis joueur au Montpellier au rugby depuis 2019, OK. donc 8 sélections, voilà, j'ai, 32 ans, bientôt 33 donc Tu as 32, tu as quoi? Tu es un 92 toi? ouais, 92. Justement, tu as commencé le rugby à Pouillon, c'est ça? C'est en dessous de Dax, hein, si je crois? C'est ça, dans un petit village, de 3 000 habitants, donc Pouillon qui est en entente avec, Abbas et La Batute, 2 petits villages à côté OK. en jeune jusqu'à junior. Ça joue en quoi? Là, c'est en, régional 1. OK, Moi, quand j'y étais, c'était, série, OK. 3e série, et du coup, j'ai joué jusqu'à 19 ans là-bas, 18-19 ans. Je suis parti en réchelle à Dax. J'ai fait 2 ans de réchelle à Dax en tutorat, donc en double licence Ouais, avec Pouillon. OK. Ou quand je jouais pas avec Dax, je jouais en senior à Pouillon, donc Ce pendant qui 2 était ans. ce qui était le cas? Tu jouais pas souvent avec les Réchelles, du coup tu allais jouer à Pouillon? Je jouais avec les Réchelles, mais les calendriers n'étaient pas similaires, donc je jouais un peu tous les week-ends et du coup, parce que quand on n'avait pas de match avec les Réchelles, j'allais jouer avec Lyon et Attends, mais du coup il faisait beau. tu étais jeune, du coup, quand tu jouais avec les seniors de Pouillon? Voilà, j'avais 18-19 ans, 20 ans, ouais, pendant 2 ans, j'ai fait ça et du coup, ça s'est plutôt très bien passé. Après, moi, je travaillais à côté dans la maçonnerie, donc le boulot plus, tous les matchs le week-end parce que du coup, j'enchaînais, pas mal de matchs. La deuxième année, je me suis fait une fracture à la cheville, un peu j'ai senti que, dû à la fatigue un peu des Ouais, enchaînements et donc la troisième année en où j'ai basculé en espoir à Dax, j'ai pris juste la licence à Dax, j'ai arrêté le tutorat parce que je sentais que je jouais, trop donc j'ai levé le pied. ouais, ouais, c'est souvent le cas, on le voit beaucoup sur les des jeunes qui sont, en plus, si des fois, en plus, tu es en centre de formation, qui jouent tous les week-ends, qui jouent même des fois en semaine, avec les sélections, ouais, des fois, ça fait beaucoup, hein, pour les jeunes qui sont Ouais, ouais, au c'est lycée. ça et puis en plus, c'est un âge où on se développe aussi et c'est vrai que de jouer beaucoup, il faut savoir, lever le pied. Ça fait du bien, hein, de jouer, tous les week-ends, on demande ça, mais au bout d'un certain temps, je m'en rendais pas compte, mais de m'être blessé, j'ai eu 6 ou 7 mois de convalescence et j'ai pris le temps de bien réfléchir et c'était la bonne décision de couper un peu sur les 2 licences donc Ouais. ça m'a fait du bien par la suite. Tu disais que tu étais maçon, tu étais en études de maçonnerie ou tu étais vraiment maçon? J'ai fait, de 15 ans à 22 ans, donc en alternance, dans la maçonnerie et carrelage où, pendant 5 ans j'étais, à l'école OK. et dans l'entreprise et pendant 2 ans j'étais en CDI donc les 2 dernières années de Dax, j'étais en CDI donc je bossais du lundi au vendredi et avec, 3 entraînements par semaine plus le match le week-end donc Ouais et puis c'est pas un un boulot rythme derrière assez soutenu. le bureau où tu arrives tranquillement frais pour l'entraînement du soir, quoi. C'est un truc où tu arrives lessivé un Ouais, peu, c'est ça et puis c'était un boulot, je finissais à 5h30, 6h. Je m'entraînais à 6h30 donc c'était assez rigolo, mais je me changeais au cul de la voiture pour, pas arriver en retard donc l'hiver aussi et c'est ça qui était assez, c'était un peu du sport pour se ah ouais, bien retrouver sûr. sur ces 2 rôles-là, mais très content de l'avoir fait. Tu vois, ça me fait penser à,
Tu as des parcours, tu vois, j'ai fait Théo Millet il y a 2 semaines, le Centre du Loup et lui, tu vois, c'est pas du tout cette voie-là, c'est vraiment la voie royale, U16 France, U17 France, Pôle France, la Canal, machin chouette. C'est toute la clique et du coup, lui, il a jamais été, là, dans entre guillemets, dans ce côté à 16-17 ans, il était presque déjà pro, tu vois ce que je veux dire? Ou dans un Ouais. circuit pro. Le fait d'être passé par une voie comme ça, on y reviendra après, tu penses que ça t'apporte? Tu penses que juste tu as perdu du temps? Comment tu le vois un peu avec du recul, là? Moi, je pense que ça m'a beaucoup apporté parce que, il y a des joueurs qui se développent très vite et donc à 18 ans, ils peuvent être en centre de formation, Ouais. prêts à s'entraîner ou jouer avec les pros. Que moi, j'ai pas fait ce cheminement-là et je pense que ça m'a beaucoup apporté d'y aller petit à petit et de passer par toutes ces étapes et en plus, aujourd'hui, je regrette encore moins parce que ça m'a apporté beaucoup de relations humaines où j'ai vécu de très belles choses, que ça soit avec mon club, où j'ai eu mon premier titre quand même en réserve, série à 12 donc celui-là je garde bien en tête, c'est des super souvenirs parce que c'est avec des copains où on joue pour un titre et c'est vrai que c'est des souvenirs qui ne sont pas dans le milieu professionnel mais qui restent ancrés comme, tout titre et petit à petit, voilà, j'ai gravi les échelons pour arriver à jouer en top 14 en équipe de France, mais c'est pour ça que je suis, vraiment, content de ce que j'ai fait et je regrette rien parce que, j'ai fait de belles rencontres en plus de ça et d'avoir fait ce choix-là de carrière, Ouais. c'est vraiment ce que je souhaitais et ce que, dont je suis, fier Ouais et puis tu vois, en aujourd'hui. plus, ça te met un truc un peu, terre à terre, quoi. Tu connais la vraie vie et même quand ça se passe peut-être moins bien au rugby ou j'en sais rien, ou quand tu arrives proche de la fin de l'après-carrière, ça te permet de dire: «OK, je vais retourner dans la vraie vie, mais je la connais, j'y étais». C'est pas comme si tu allais devoir découvrir quelque chose que tu connaissais pas, donc je pense qu'en plus ça rend j'en discutais avec Rémi Bagé, tu vois, qui lui, avant d'exploser à Bayonne, était au centre de formation à Toulouse et il était pas du tout dans les contrats pro et cetera et du coup, il était serveur au McDo, en fait. Et il fait après ça bascule et il joue, mais du coup, il a vraiment gardé ce côté un peu, ouais, vraiment ça terre à terre, ancré dans la vraie vie, puis un peu respectueux, tu vois, aussi des gens lambda, tu vois? Qui je dis pas que les autres sont pas respectueux, hein, loin de là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends et puis moi ça m'aide beaucoup aussi dans des moments un peu plus délicats où il y a parce que c'est une carrière où il y a beaucoup de pression, être joueur de rugby professionnel, il y a beaucoup de pression, positive ou négative dans un club, pression des résultats, tout ça et c'est vrai que dans ces moments-là, ça m'aide beaucoup de me dire, voilà, ce que j'ai pu vivre, par le passé, ça me remet les pieds sur terre, et voilà, c'est un bon équilibre sur comment aborder, les étapes, futures et pour ça, ça m'aide beaucoup. Ouais, bien sûr. Donc après cette, grosse blessure là, tu reviens pour ta dernière année espoir. Hem, Comment ça se passe du coup? Comment tu bascules, déjà comment tu fais ta fin de saison espoir et comment tu bascules à Vannes? Comment ça s'organise ça? Ça s'organise que l'année 92, on a que 1 année espoir, ils enlèvent une année, ils rechangent un peu la formule, OK, échelle espoir, ils mettent 3 ans oui. d'espoir, ils enlèvent la compétition échelle et donc du coup, on est dans l'obligation de partir, quoi et donc moi, j'avais pas d'attache avec, Dax, enfin, j'avais juste une licence mais rien de plus et donc je me mets à la recherche de clubs Parce que autour de Pouillon. c'était quand même ton ambition de jouer à un niveau, au moins fédéral? Oui, ouais, ouais, parce que, je sentais que je pouvais avoir, cette ambition-là et que j'avais des contacts aux alentours de Pouillon pour pouvoir y jouer. Beaucoup de fédéral 3 ou fédéral 2 et j'ai un ami qui a joué, à Vannes, Pierre Tarance qui était sur Vannes, et qui est encore actuellement sur Vannes, qui était à la cellule recrutement, et du coup, par hasard, je lui envoie un message, «Vous recherchez pas ce poste-là?» Je jouais 10 à ce moment-là et il s'avère que, cette année-là, il y a un 10 qui part à la retraite et l'autre qui change de club. Donc de fil en aiguille, j'ai rencontré les coachs,
et je me suis déplacé à Vannes, et puis c'était le seul club de Fédéral 1 que j'avais en contact et donc avec ma femme, donc quand je lui en parle déjà, elle me dit: «Mais il y a pas assez de clubs ici pour pour partir aussi loin». Franchement, j'allais le dire, même fait d'une, hein, Tyrosse, Mauléon, dans le coin, Ouais, tu et en as puis pas mal, hein? c'était le seul club, que j'avais en contact, j'avais que des Fédéral 2 ou 3 et je me dis: «Pour l'expérience, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je pars pour un an et puis, si ça marche pas, je reviens et puis, je reprends, ma vie d'avant» et puis finalement, j'y reste 5 années, on on monte en Pro D2, enfin, la vie royale, en Ouais, Bretagne où vraiment on se régale pendant 5 ans et ouais, donc un choix vraiment, très positif. ouais. Tu vois, en plus, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs là, tu sais, qui sont dans ces périodes-là, à 17-18-19-20, où ils savent pas trop quoi faire, ils ont pas été repérés par les trucs et tout. Je trouve ça bien de se dire, «OK, je me laisse un an, je tente le coup, au plus haut niveau possible et après on voit, soit je reprends ma vraie vie», mais des fois ça vaut le coup de se laisser, l'opportunité, en fait. Ouais, c'était compliqué, hein, parce que, Eh oui. tout seul, partir aussi loin, moi je vivais chez mes parents encore, ça fait particulier, mais ma femme finissait ses études d'infirmière donc on s'est dit, beh, qu'elle cherche du boulot dans le Mmh. sud-ouest ou en Bretagne, elle voyait pas d'inconvénient et puis c'est vrai que c'est elle qui m'a aussi, poussé à y aller et à faire ce choix-là. Donc que je regrette, pas du tout aujourd'hui et je l'en remercie parce que ça Clair. m'a donné tout ça donc c'est vrai que, aujourd'hui c'est le conseil que je pourrais donner, c'est les opportunités, il faut foncer parce que, il faut pas avoir de regrets par la suite. Ouais, c'est ça, que ça le fasse ou que ça le fasse pas, au moins avoir Ouais, tenté. voilà, N'empêche que tu arrives là, c'est à ce moment-là, quand tu arrives à Vannes en tant que 10 qu'ils te repositionnent, au poste de 15. ouais, j'arrive en poste, 10 donc je suis deuxième 10 après, un sud-africain et au bout de 2-3 mois, il y avait 2 15. Jérémy Malzieu et Théo Platon et ils se blessent, l'un à l'épaule, l'autre au genou et donc en fédéral 1, il y a pas de joker médical ou de budget pour ça donc ils me repositionnent en 15 et puis ça se passe très bien. J'arrive à enchaîner les matchs et finalement, eux, ils ont, plusieurs mois de convalescence donc je reste à ce poste, toute la fin de saison et finalement, j'y reste après quoi donc Énorme. très content. Tu avais déjà joué 15 ou jamais? Une fois peut-être, mais non, j'avais jamais, réellement joué à ce poste-là. Et tu performes tout de suite? Ça se passe très bien. Après, on enchaîne des matchs, plutôt faciles, on va dire, parce qu'on avait une grosse équipe, on faisait partie des meilleures équipes de Fédéral 1 avec un Ouais. budget plus conséquent que d'autres. Donc à ce niveau-là, il y a quand même, des disparités et donc ça m'a bien aidé, Oui, tu ça m'a avais le temps de te mettre facilité en les choses un confiance. peu, Mmh. pour se mettre, dans ce rôle-là, ouais. Ouais, complètement. Pour ceux qui remettent pas le contexte, donc là, on est en 2014-2015, un truc comme ça. 2014, ouais, Et à l'époque, il y a pas de national 1, il y a pas de national 2, il y a juste cette fédérale 1. c'est ça. Je crois que c'est après, tu vois, moi j'ai joué en fédérale 1 élite et c'était plus après 2016-2017, un truc comme ça. Donc là, en fait, tu es à cette époque de la fédérale 1 où tu as vraiment dans les mêmes divisions, 2-3 équipes qui jouent pour la montée en Pro D2, qui sont équipées pour, presque professionnellement pour monter et d'autres clubs complètement amateurs. Donc ça, il y avait beaucoup de disparités de niveau là, à cette époque. Ouais, mais nous, on avait un budget de 1,5 million je crois et à contrario, les clubs étaient amateurs et tout le monde travaillait, dans les autres clubs et c'était quelques centaines de milliers d'euros, Bien mais sûr. c'était pas vraiment pas grand-chose donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment des grosses différences et c'est pour ça maintenant ils ont fait ces national 1, national 2 parce que Ouais. c'était trop difficile pour ce genre de club et je pense aussi, pas mal d'insécurité aussi, surtout, sur les mêlées ou des zones de contact un peu où nous on pouvait faire de la musculation, où certains étaient pros depuis quelque temps donc ça pouvait être dangereux pour certains. Ouais, c'est clair. Il vous faut 2 ans quand même pour monter en Pro D2. Raconte-moi rapidement cette montée-là, la première montée. La première montée, déjà la première année on joue la quart de finale contre Lille, il me semble que c'est ça, on perd où là on comprend que ça va être, difficile mais que
on aura beaucoup de boulot, mais qu'on on veut y parvenir et donc la deuxième année, on fait vraiment une grosse saison. On gagne, quasiment tous les matchs et du coup, on finit avec ces demi-finales aller-retour contre Massy. Où le match 1 match, à Massy, on gagne, d'1 point, où, c'est, plus de 30 points les 2 équipes, vraiment un gros match offensif et donc derrière, on s'est dit: «On a la place de gagner». En plus, on est à domicile, donc grosse semaine, de préparation pour, parvenir à nos fins et c'est à la mi-temps, je crois, on est derrière au score. Donc un peu de doute quand même, mais on y croit, on est tous concentrés pour faire une grosse deuxième mi-temps et puis, finalement, les choses se déclenchent, un peu, la pièce tourne de notre côté, on tous contents, on réussit et on arrive à gagner ce match de 8 points, je crois, avec, là où je marque cet essai. Après, il y a notre 10, Jean-Baptiste Favori qui claque, 3 drops, un peu partout dans le terrain. Enfin, il y a tout qui nous réussissait et donc là, avec le stade, à 10 000 personnes, où c'était les premières fois qu'on le remplissait, ça nous a poussé pour arriver, à la 80e et gagner ce droit à monter en Pro D2 et là, c'était juste, royal. Ouais, tu m'étonnes. Jean-Baptiste Claverie, ah, je savais pas qu'il jouait à RCV, qu'il avait participé à la montée, parce qu'après moi je jouais à Anglette et lui je crois qu'il jouait au Bassin d'Arcachon, Ouais, et on l'a joué en phase finale, il nous a mis 2 ou 3 drops et il nous a sortis comme ça. d'accord. Donc j'ai goûté à ça, ouais. N'empêche que tu montes en Pro D2 parce qu'à l'époque, c'est les 2 qui arrivent en finale, montent Alors en il y Pro a il D2. y avait on n'a même pas joué de finale, hein. On s'est Ah arrêté ouais? là. Ouais. Mais non. C'était assez rigolo. D'un côté, on se disait, «Bon, c'est dommage, on aurait pu faire une finale, sans trop de pression». Mais après 3 4 jours de fête, on s'est dit, «C'est vrai que c'était pas plus mal de pas avoir de match, le week-end après». Et te voilà en Pro D2 quoi. D'un mec qui a débarqué, qui a testé 1 an en fait d'une Havane, te voilà 2 ans plus tard en Pro D2 et je sais pas, c'est à ce moment-là que tu signes un contrat pro ou? C'est à ce moment-là, oui, parce que pendant 2 ans de Fédéral 1, j'étais plus actif, donc à mi-temps. La Mmh. première année, j'avais pas d'autre mi-temps, je me concentrais au rugby. La deuxième année, vu qu'on avait pas mal de temps, libre, je suis allé bosser dans un partenaire, dans la restauration où je faisais magasinier, livreur. C'était les matins, comme ça me permettait de m'entraîner Ouais, l'après-midi et rattraper la muscu, les pros le matin et on était une, dizaine, voire quinzaine à faire ça, à bosser à côté et donc à ce moment-là, on est, tous à passer pro parce qu'on était beaucoup un peu dans ma situation à jamais avoir connu ça et donc on passe tous pro parce que là, pour les 2 ça joue le jeudi et souvent le vendredi donc là, c'est possible bien de sûr. bosser à côté et obligatoire Ouais d'être pro. et puis là, tu les choses sérieuses commencent quoi. Tu es ça y est, tu es dans le grand bain. Ouais et puis Heu, déjà là, c'est on se dit: «C'est tout ce qu'on rêvait, on va le vivre quoi. On va être pro déjà et puis après on va jouer, tous les week-ends, devant la télé», c'était Eurosport à ce moment-là, mmh mais c'était incroyable. et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en fait, je trouve que alors toi aussi en particulier, mais beaucoup de joueurs de Vannes, vous êtes mis au niveau, quoi et je trouve que ça, c'est assez rare où tu as quand même à l'époque, surtout à l'époque où c'était la transition, fait d'une, Pro D2. Je me rappelle par exemple de Nevers qui avait changé, 90 de son effectif entre la fait d'une et la Pro D2, tu vois? Alors que Vannes a été alors bien sûr, il y a eu beaucoup de renforts, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de joueurs de fait d'une qui sont montés, et qui se sont mis au niveau finalement en Pro D2. Ouais, on était vraiment les 3/4 de l'équipe à rester et puis on a été vraiment, une bande de copains. On a vécu, 2 ans et moi, pour ma part, on est arrivé, on était, 10 peut-être arrivés de ma génération et on est tous montés ensemble et c'était vraiment une bande de copains et quand tu joues le maintien, et que tu es pas loin à chaque fois de gagner un match ou de te maintenir, c'est la bande de copains Ouais, qui prend le dessus et qui a ce supplément d'âme pour aller chercher ces points-là qu'il faut pour le classement et pour pouvoir, se maintenir
et c'est vrai que, on s'est mis au niveau, mais c'était assez dur, hein. On a passé des semaines et des mois, dans le c'était très compliqué. On a passé des samedis à se gratter la tête en réunion, à se dire: «Mais on va pas réussir à se maintenir, qu'est-ce qu'on doit faire là?» Et finalement, à la dernière journée, on arrive à se maintenir et ça, c'est encore ça amène encore, un truc, en plus vraiment qu'on pouvait pas imaginer, dès la première année. Ouais, ouais, complètement, complètement et tu vois, c'est marrant parce que toi, c'est vraiment différent de passer une saison où tu gagnes tous tes matchs de 50 points et ça joue sur des phases finales à la fin, ou alors là, à chaque week-end, tu as des matchs sous pression, contre des équipes costauds et à l'époque, justement, quand il y avait pas ces nationales-là, quasiment, 9 fois sur 10, l'équipe de Fedune qui montait, elle redescendait directement parce qu'elle arrivait pas justement, c'était trop dur, en fait, si tu ratais ton début de saison, c'était terminé. Donc vous y arrivez et après même ça s'accélère parce que vous je crois qu'avant que tu partes, vous faites même les demi-finales? Ouais, alors Heu, pendant 2 ans, on joue le maintien. La deuxième année, on se maintient, pas la dernière journée, mais une ou 2 avant, je crois. Donc là, encore facile parce qu'on profite des derniers matchs, sans pression, et donc ça nous permet de préparer la suite aussi ouais, et au club de préparer l'avenir avec des recrues qui peuvent nous apporter, voilà, ce genre ouais, de de gestion de match ou de pour aller justement chercher ce haut de ouais. tableau. Est-ce que c'est à ce moment-là que Vannes faisait pas mal de prêts, de joueurs qui venaient 1 an, 2 ans? Non, ça sera peut-être un peu plus tard. J'ai pas ce souvenir à ce Tu moment-là. vois, avec des joueurs du top 14 qui venaient apporter un plus dans cette ça va être un peu plus Et tard. ouais, il y a eu, Albert Boulibouli, Ouais, et ça déjà, pour nous, c'était, quand même, incroyable d'avoir un joueur, de ce niveau-là, donc il commençait à en faire, ouais. OK et c'est à ce moment-là où il y avait, ah mince, comment il s'appelle? Nick Abendanon, c'est un peu plus tard qu'il est venu? Non, il est arrivé après, ouais. Il Ah est oui, c'est quand arrivé, c'est quand tu pars qu'il arrive? ouais, c'est ça, OK. on s'est croisés. Il y a eu, Hugh Chalmers aussi, Mmh. qui Ah oui, pour le jeu de devant, la touche, bien sûr. et ce rôle de leader, nous a vraiment beaucoup apporté, et cette connaissance du haut niveau, et ça nous a permis de switcher aussi chacun, mentalement, et de se dire, «Bon là maintenant on est, vraiment, professionnel, c'est notre, boulot, il faut switcher, c'est plus le jeu d'avant où on y va pour le plaisir et on fait la fête, Ouais, ouais, et on repart le lundi d'après». Non, c'est vraiment, le haut niveau, la Pro D2, et si on veut aller chercher quelque chose de mieux, il faudra s'entraîner plus dur, et c'est ce qu'on a réussi à faire par ce biais-là. oui, Où, la dernière année avant que je parte, en 2019, on arrive, en phase finale, donc on reçoit même le quart de finale, donc au Mont-de-Marsan, et là, on joue sans pression parce que c'était pas forcément l'objectif de monter, dès cette année, et en plus, on s'imaginait pas arriver à ce niveau-là, donc vraiment, très surpris, mais on arrive à gagner ce match, contre Mont-de-Marsan, on met 40 points. Et après on va jouer demi-finale à Brive, et c'était, vraiment inespéré, mais que du bonheur de pouvoir jouer, ce genre de match, en plus à Brive où, une équipe qui faisait le yo-yo entre top 14 et Pro D2, et donc on savait que ça allait être compliqué, mais c'était quelque chose d'incroyable de pouvoir le vivre, en plus avec beaucoup de supporters qui se sont déplacés. Il y avait plusieurs bus qui sont déplacés jusqu'à Brive. On arrive avec une aire d'honneur, sur, des centaines de mètres, c'était assez incroyable, mais c'est là qu'on s'est rendu compte que Vannes pouvait basculer dans une ville de rugby, et c'est ce qui s'est passé, par la suite. ouais, c'est ça et puis tu vois, il leur a fallu, 3 2 ou trois demi-finales avant de réussir à monter en top 14. Donc tu vois, ça fait partie de l'expérience qu'il fallait accumuler pour après monter en top 14. Donc je pense que c'était Mmh. en effet le début de la bascule de Vannes de vraiment Pro D2 à tendre vers Ouais, le c'est top ça, et 14. puis je pense qu'aujourd'hui, ils sont contents d'avoir fait, plusieurs fois les demi-finales pour, Ouais, vraiment préparer l'avenir. Parce que si tu montes direct, complètement. c'est dur, tu te prépares mal, et on le voit aujourd'hui, ils sont derniers. Ils peuvent y croire encore au maintien, et ça montre que c'est très dur, donc d'avoir passé ces étapes-là,
pense que ça leur a permis de se construire, petit à petit. Ouais, complètement et tu vois, tu sens que c'est un club, qui est structuré et que même si ça descend cette année, ça va pas être, dramatique, il y a pas tout qui va s'effondrer, tu vois? Tu sens que c'est quelque chose qui est bien enfin, ça a l'air en tout cas de Ouais, l'extérieur. c'est des dirigeants qui étaient déjà, en poste quand moi j'étais au club et ils ont ce bon côté-là de préparer l'avenir dans tous les cas, quoi. C'est ça qui est plutôt intéressant quand tu es joueur, d'arriver dans un club qui est plutôt sain et bien structuré pour pas te dire: «Bon, ben, si ça s'ils s'emballent un peu, derrière, ils vont pas pouvoir assumer», Ouais, parce que là, c'est pas le cas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils arrivent à avoir un centre d'entraînement comme ça, des joueurs, un public qui suit, et être, aussi structuré que ça pour préparer l'avenir, que ce soit en top 14 ou en Pro D2. ouais, complètement. C'est cette année, moi, je trouve, qui te met sur les radars. Pas forcément du très grand public, mais du public, rugby. Tu as plusieurs actions comme ça dans la saison où tu vas marquer, des moments où tu fais des percées, où enfin, vraiment tu sors ton épingle du jeu. C'est à ce moment-là que le MHR te contacte? C'est à ce moment-là, oui, en mars, début mars, j'avais une clause, il me restait une année de contrat avec Vannes. J'avais une clause de sortie pour, une équipe de top 14, mais au 31 mars OK. et il m'appelle, début mars. Sinon c'est pas drôle. Ouais, donc ça s'est fait très vite et je me rappelle, je partais en 1 semaine en vacances dans ma famille et j'étais sur la route, quand il m'appelle et donc je leur dis: «Beh, là, je pars 1 semaine en vacances dans ma famille, donc si vous voulez, qu'on se voit, je peux venir, 1 jour ou 2, je fais un aller-retour». Donc le jeudi, je pars là-bas, c'est pour la petite anecdote, c'était, le 7 mars où je pars là-bas et pour, rencontrer Montpellier et où je discute la première fois pour faire ce choix-là et cette année, Vannes me recontacte, pour repartir à Vannes le 7 mars. Donc c'est assez rigolo et les dates se répètent et c'est une petite histoire, hein, mais Ouais, bien sûr, petite anecdote, mais et du coup, je leur dis: «OK, mais par contre, moi, si, je décide de venir, oui, il faut qu'on fasse ça rapidement parce qu'au 31 mars, il faut que ça soit terminé. fait». Donc au final, moi, mon choix était, vite fait parce que c'était le seul club de top 14 que j'avais en contact et quand c'est Montpellier qui t'appelle, que tu as jamais, connu ça, Ouais, bah, le choix est vite vu, bien il sûr, y a beaucoup de stars, mais envie de jouer en top 14, bien sûr. c'est un rêve de tout joueur de rugby donc mon choix était je suis parti de Montpellier, j'avais fait mon choix et donc derrière on a engagé les procédures pour switcher de club, quoi. C'est Xavier Garbajosa qui vient te chercher? C'est Verne Cotter OK. qui me contacte, qui est manager du club à ce moment-là et quand j'arrive en juillet, c'est, Xavier Garbajosa qui arrive en poste. Donc ça switch de manager mais pas déçu parce que La Rochelle, je sais qu'il est en contact avec mon agent pour, pouvoir me recruter aussi dans 1 an après et c'était Xavier Garbajosa qui était, Oui. manager à ce moment-là donc je me suis dit, «Bon, ben ça au final ça tombe bien, tout A est réuni», a priori, il t'aimait déjà bien, sinon il t'aurait pas contacté, quoi. voilà donc du coup, voilà, ça a changé de manager, une première fois parce qu'après il y a eu plusieurs par la J'allais suite dire une première. mais c'était pour se mettre dans le bain direct, Bienvenue. OK et c'est l'année là où tu arrives, c'est l'année du covid, c'est ça? Ou c'est attends, je me rappelle plus très avant. bien. OK, J'arrive en juillet 2019 OK, et le confinement est en mars 2020. OK. Donc tu fais quand même, 6-7 mois là sous l'ère Garbajosa, et ce Ouais. passage fait d'une Pro D2, il s'était très bien passé pour toi, tu t'étais mis au niveau sans trop de problèmes. Ce passage Pro D2 top 14, tu te mets aussi au niveau? Tout de suite? Ouais, j'arrive, par le biais de blessures aussi, à jouer, titulaire au premier match, parce que bon, il y avait quand même beaucoup de stars à ce moment-là
et donc je ne me voyais pas jouer rapidement et finalement, Tu avais qui à l'arrière, machin là? il y avait Benjamin Fall, Ah bah oui, il y avait encore Henri Benjamin. Mailman aussi Ah oui, et donc 2 super joueurs, avec qui je m'entendais très bien aussi, et vraiment, j'arrive à jouer dès le début et ça se passe plutôt bien. Les coachs me font confiance, et j'arrive à enchaîner les matchs, rapidement et je prends beaucoup de plaisir à jouer dans ce championnat, ouais. et finalement, ouais, tu étais au niveau, quoi? Ouais, ouais, puis, apparemment, je suis au niveau, oui, parce que 6 mois après, le staff de l'équipe de France m'appelle donc là, j'étais encore plus surpris parce que ça allait très vite et tant mieux parce que dans ce sens, c'est toujours, plaisant mais c'est vrai que j'arrivais pas trop à y croire qu'en arrivant en juillet et en janvier, le janvier qui suit, je suis appelé pour le stage, à Nice, pour préparer le tournoi donc assez surpris mais très très content. Avec ma femme, on n'arrivait pas à y croire. Je me dis: «Mais je vais partir pour un stage en équipe de France» et c'est incroyable et finalement, je suis resté 2 mois au fil des semaines, j'ai appelé ma femme en lui disant: «Bon, beh, finalement, je vais pas rentrer, je vais potentiellement jouer», vraiment, chaque semaine, j'étais encore plus aux anges de vivre ces moments-là et c'est vrai que là, c'est un rêve qui se réalise Sûr. parce que je C'était vais jouer ma première c'ét sélection. c'était même pas un objectif limite, quand tu arrives à Machere, c'était déjà de jouer quelques matchs, par rapport à ça? Enfin un objectif Ouais, pour toi? déjà, oui, oui, parce que ça reste un rêve, mais les rêves, c'est, des objectifs, Ouais, mais qui peuvent être atteignables, mais ou pas, quoi et là, l'objectif, c'est de pouvoir jouer quelques matchs, sur la saison, au MHR, ouais. ouais et comment tu le vis? Enfin, je trouve qu'il y a des profils de joueurs, tu vois? Tu vois, je pense aussi à Gabin Villière, par exemple, qui a joué en Fédéral 1 à Rouen, qui après s'est retrouvé propulsé en équipe de France A7, qui finalement s'est mis au niveau, qui se retrouve à jouer à Toulon, qui se met au niveau. Tu as des joueurs comme ça qui, en fait, ils arrivent à comme des éponges, tu vois, à prendre les niveaux des joueurs à côté et de se mettre au niveau. C'est quelque chose que tu as toujours ressenti ou tu as dû quand même bien galérer et bien travailler pour te mettre au niveau? Comment tu l'expliques? Ouais, beh, après je t'avoue que l'été, quand j'ai quitté Vannes et pour arriver à Montpellier, moi je me suis marié d'abord, mais après ça, on a déménagé à Montpellier et direct je me suis mis, à bosser parce que, Ouais, le niveau c'est pas le même, et je savais qu'il fallait vraiment être en bonne condition pour arriver à pas être à la rue et donc je me suis préparé 2 3 semaines à l'avance pour arriver, prêt. en forme, prêt pour pas être ridicule dès les 1ers entraînements. Ouais, bien sûr et d'ailleurs, ça se passe même très bien quand tu arrives avec l'équipe de France parce que c'est ça, on sort de la coupe du monde au Japon, c'est le début de l'ère Galtier et il te fait confiance tout de suite, il te met même titulaire. Je crois que Ouais, c'est face à l'Angleterre tout de suite ou c'est au Pays de Galles? c'est Non? sa première sélection contre les Anglais, au Ouais. Stade de France. Comment tu le vis? Ben là, là je le vis, heureusement il me l'a annoncé une semaine à l'avance. Donc j'ai un petit échange avec lui à Nice, et donc il m'annonce, une semaine avant que si tout va bien pour moi, que je me blesse pas ou quoi, je vais jouer ce match donc là, de suite, j'appelle, toute ma famille en leur disant, parce que je pouvais pas le garder pour moi ça, mais c'était un peu compliqué. Donc les nuits étaient un peu agitées, dès que je me réveillais, je pensais à ça, obligatoirement, mais après c'était un rêve qui s'est réalisé parce que, jouer en équipe de France, devant 80 000 personnes contre les Anglais, il y avait beaucoup de choses qui se réunissaient pour que ça soit vraiment une belle première sélection et donc pendant une semaine, là, je me dis: «Bon, par contre, là, c'est Toi maintenant, il faut que tu te prépares bien» et psychologiquement aussi, ils m'ont bien préparé en me disant ouais, une semaine à l'avance. Ça m'a permis de réaliser, de bien me préparer sans être, sous pression et surtout une pression négative où, ouais, voilà, tu les mains ou moites,
Ouais donc et puis c'est un peu compliqué de jouer sous le et coup de l'émotion aussi, tu vois? Le temps de dire: «Ah, je suis sélectionné, je vais être titulaire, je vais appeler toute ma famille» et cetera. À mon avis, il y a aussi un match qu'il faut préparer, stratégiquement et tout donc ouais, ça paraît pas mal de te laisser, 48 heures pour digérer et après on bascule sur, ouais, c'est ça et puis surtout, c'est arriver à préparer, comment arriver dans un stade à 80 000 personnes et arriver à faire abstraction de tout ça pour, être, focus sur le match ouais, et heu et pendant 80 minutes sans être perturbé et donc là, ils m'ont assez bien préparé. Comme on était 5 nouveaux à faire notre première sélection, ils nous ont bien préparés en nous disant, il y avait surtout qui? reste il y avait, Paul William C, Arthur Vincent, Cameron Rocchi et Boris Palu OK, oui, donc déjà et 3 Montpelliérains. ouais et du coup, déjà, c'est bien parce qu'on est 5 nouveaux et tu es pas tout seul, Ouais, ça aide, mais c'est comment aborder le match, et quand tu arrives à l'échauffement, rester focus et pas t'éparpiller, regarder en tribune, ouais, comment ça se passe. En te disant: «Tu restes focus, l'échauffement, le match et tu profiteras après, quoi» et c'est quelque chose qui m'a bien aidé pour ce match-là et pour les autres aussi, même en club et du coup, ça m'a permis de rester focus, 80 minutes, et en plus, on gagne ce match donc ouais. belle première sélection, ouais. Ah oui, magnifique même. Il y a forcément ce coup de pied dont tu as dû entendre parler un paquet de fois. Je suis désolé, on va en parler encore, mais tu me fais ce coup de pied vrillé là où tu récupères une balle. Je crois que c'est Jus Marchand qui Ouais. récupère et qui te fait la passe comme ça un peu à l'arrache sur une balle sur un turnover et tu es sur la ligne des 5, tu te mets une ogive et elle finit dans les 22 anglais, quoi. Ouais, puis en plus, je me rappelle avant ce match-là, je me dis surtout, tape pas d'ogive parce que, on sait jamais où elles vont celles-là, si tu la chopes bien, c'est sûr qu'elle peut aller loin, mais si tu la dévisses, on sait jamais et puis bon, contre les Anglais, c'est ta première sélection, n'en fais pas quoi et puis au final, pris sur le coup du moment un peu, c'est rapide, on récupère le ballon, il me le donne direct et là je prends le ballon, de façon à taper, une ogive et c'était la meilleure chose parce que, j'allais perdre une seconde, je pense, à tourner le ballon, à me mettre dans une autre position et finalement, je la tape, très bien donc je peux pas la taper mieux, mais bon, voilà donc ça arrive ce jour-là, c'est sûr que ça a fait beaucoup de bruit du coup derrière parce que du coup déjà ça soulage, l'équipe quand, Ouais, il y a ce genre de coup de pied, mais c'est vrai que quand c'est ta première sélection contre les Anglais et que tu arrives à faire un coup de pied comme ça, derrière en plus il y a tous les rebonds qu'il faut pour sortir en touche et donc là c'est sûr que ça m'a mis en lumière avec ce coup de pied ou sur les réseaux sociaux déjà je suis pas trop réseaux sociaux de base et là j'étais un peu perdu parce que du coup ça a bien grimpé mais du coup, non, mais du coup, c'est que des bonnes choses, des bons ouais, souvenirs. c'est sûr et tu vois, autant, c'est la saison de Vannes qui t'a fait connaître, la saison où vous faites de la demi qui te fait connaître des connaisseurs, autant là, ça te balance dans le grand public, vraiment. Ce coup de pied vrillé, alors on va en revenir, tu sais quoi? On le fait maintenant, parce que on est dedans là. Heu, c'est quand même quelque chose que tu fais pas tu vois, maintenant dans le rugby moderne, tu en as quasiment plus, des coups de pied vrillés parce que justement, tu as ce côté, alors c'est sûr que si ça part bien, c'est incroyable. Par contre, tu as un taux de coups de pied ratés ou si ça dévisse et que tu touches une trop trop Bien plus de sûr, 5 mètres, tu en as quasiment plus personne qui fait des coups de pied vrillés. il y en a plus beaucoup. Il en reste, et il y en a encore quelques-uns, mais c'est pas du 100. On est obligé de taper aussi sur la pointe parce que là, on sait qu'en plus de ça, aujourd'hui, avec les ballons qu'on a, en tapant sur la pointe, on arrive à trouver beaucoup de longueur aussi donc ça sécurise de taper là-dessus, par ce coup de pied-là, que pas taper en ogive parce que, oui, ça peut partir un peu plus loin, mais on le loupe plus qu'on le réussit, je pense, à Et ce moment-là. tu le travaillais petit? Ou jeune en tout cas? Ouais, ouais, je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup de jeux au pied, seul avec mon frère, avec des potes. On allait au stade, de Pouillon, les mercredis après-midi ou les week-ends où on jouait pas, j'avais un sac de ballons et en vélo ou après en moto, j'allais, au stade pour taper toute une après-midi
et on se régalait à passer ce genre de d'après-midi là et donc je tapais beaucoup et c'est ça qui m'a permis d'avoir cette forme-là de jeu au pied aussi, hein. Ouais, bien sûr et puis même ce côté un peu instinctif, tu vois? Parce que là, tu as une demi seconde pour prendre ta décision. Moi, je sais que si j'ai une demi seconde pour prendre ma décision, je retourne quand même la balle et je la tape sur la pointe, tu vois? Donc ce côté instinctif, tu l'as quand même fait des milliers de fois pour être assez en confiance pour la taper ce jour J, tu vois? Ouais, voilà, c'est sûr que, je le ferais pas si je savais pas le faire donc mais c'est sûr que dans des moments-là, comme ça, on a envie de plus sécuriser que se laisser emporter, mais voilà, là, ça s'est fait comme ça, et comme tu dis, oui, je savais faire ce genre de jeu au pied-là, donc c'est pour ça que je l'ai fait, mais tant mieux de l'avoir réussi, hein. Ah ouais, complètement. Comment tu la tapes? C'est quoi tes repères? Bah, c'est une position une position du ballon sur les mains, surtout sur la main droite parce que je suis droitier OK. et voilà, avec le ballon, bien à plat, avec, la pointe qui va vers l'avant pour pouvoir, bien la taper sur le flanc du ballon et la brosser parce que c'est comme ça aussi avec le pied bien tendu qu'on Ouais. arrive à bien traverser le ballon pour avoir ce genre de frappe. Tu gardes le ballon, vraiment parallèle au sol, quasiment, à l'horizontale ou Ouais, tu ouais. le penches un peu vers l'avant? Non, en général, je le mets quand même, plutôt à plat, enfin, parallèle au sol du coup Ouais. et du coup la pointe, vraiment vers la cible, quoi. Ah, vers la cible. Tu mets pas ta pointe Ouais. un peu décalée pour que souvent les Non, mecs, ils mettent un peu le pied décalé pour que ça ça dépend des personnes parce que ça dépend ouais, de la position du pied aussi. ouais, complètement. Il y en a qui aiment bien taper, un peu sur le côté pour avoir, la jambe qui fouette un peu comme un joueur de foot et moi, sur le genre de jeu au pied, faut voir, je suis vraiment de face. Je la prends de face et j'ai la jambe qui part Ah vraiment, oui, vraiment, vers la cible, quoi mais il y en a qui arrivent à la brosser un peu avec le pied qui part vers l'intérieur. Que moi j'arrive à je suis plus à l'aise sur ce genre de mouvement-là, quoi. OK et tu la frappes exactement comme tu frapperais un coup de pied sur la pointe ou vraiment tu adaptes? Parce qu'il y a 2 écoles, tu vois, qui te disent, tu la frappes comme un coup de pied normal et finalement la vrille, par la position du ballon, ça va faire la vrille toute seule ou alors c'est toi par, ton pied un peu plus tendu que d'habitude, truc qui imprime comment tu es de quelle école? Moi, c'est quand je tape de face, même sur la pointe, j'ai la même position du pied parce que le pied pour que le ballon parte loin, il faut avoir la pointe du pied vraiment vers le bas, vraiment tendue pour aller chercher de la longueur. Que si on veut faire un jeu au pied haut, la pointe automatiquement va remonter pour amener le ballon en hauteur. Mais du coup, c'est plus la position du ballon Ouais, et après, pour un jeu au pied, moi, sur la pointe de face, c'est plus le corps qui va aller vers l'avant, ouais, plus un peu plus fermé, on va dire, que si je la tape, en ogive, je vais m'ouvrir un peu plus pour vraiment passer, en sous dessous. le flanc du ballon, pour aller le chercher, mais peut-être moins vers l'avant, quoi. Ouais, ouais, hyper intéressant et tu vois ce côté, ouais, je reste vraiment de face et finalement comme je la taperai normalement et j'ai la position du ballon a déjà fait que ça va faire un coup de pied vrillé. C'est hyper intéressant. Tu vu, je sais pas si tu as vu la mode maintenant, ça vient surtout du rugby à 13 de NRL d'Australie, la mode des spiral bombes, où genre en gros les mecs ils font des chandelles vrillées, tu vois? Hop et ça revient avec une trajectoire complètement, Ouais. aléatoire. Toi qui maîtrises de base les coups de pied vrillés, c'est quelque chose que tu testes, que tu as déjà essayé de faire? J'ai déjà testé, mais j'y arrive pas très bien. Enfin, c'est pas évident parce que ce genre de jeu au pied, il faut qu'il soit haut et qu'il retombe, mais sans aller trop loin Ouais, et moi, j'ai plus l'habitude de l'amener vers, de traverser, trouver de la longueur. Donc arriver à le mettre en hauteur, c'est pas évident, c'est pas simple à faire et hyper dur. surtout, ceux qui arrivent à le faire, c'est beau parce que quand tu es dessous, j'ai eu à en rattraper quelques-unes, surtout de George Ford. Oui. Et il les fait très bien. Ouais, il est très fort là-dessus et c'est pas simple. C'est pas Non, agréable d'être dessous, ouais. ouais, parce qu'en fait, pour ceux qui ont jamais connu cette impression, elle redescend pointe en avant avec une trajectoire qui fuse en fonction du je sais même C'est pas, du ça. vent ou du Ouais, parce que quand elle tourne, normalement
Mais le vent n'a pas le temps de à part s'il y a vraiment beaucoup de vent, ça va déporter le ballon, mais Ouais, sinon ça reste, assez rectiligne. Là, vu que le ballon tourne et vu qu'il est pas rond, et beh, il tourne un peu, il bouge et du coup, ça prend un peu le vent, même sans vent, ouais, ça peut prendre une direction en descendant avec la vitesse, différente et jusqu'au dernier moment, quoi. Donc du coup, c'est ça qui est difficile. ouais. Pas encore tenté en match, quoi. Non. Non, mais c'est hyper intéressant. Parfait, je te remercie pour cette petite parenthèse skills. Hem, Ça, c'était le magnifique nuage, enfin, magnifique, parenthèse, l'équipe de France où MHR, ça se passe super bien, 6 Nations, ça se passe super bien, presque comme dans un rêve. Avec Vannes, ça se passe super bien, montée en Pro D2, demi-finale, capitaine, enfin, tout se passe bien et là, c'est le covid. Ensuite, la saison reprend l'année d'après, 2020-2021. C'est compliqué, en top 14 aussi. Xavier Garbajosa, je crois, est remercié. Enfin, c'est une phase pas facile là pour le MHR. Comment tu l'as vécu cette, entre guillemets, «cette première phase difficile»? Beh, déjà, passer de jouer dans des stades à 80 000 personnes, être en équipe de France où tout est beau, tout est, je veux dire, royal, tout est magnifique. En plus, on gagnait, tous les matchs. On a perdu le dernier en Écosse avant le covid, mais on était sur une voie où on pouvait aller gagner le tournoi et là, du jour au lendemain, tout s'arrête. Il nous reste un match à jouer contre l'Irlande, mais on peut pas le jouer. On doit rentrer chez nous et être confinés, quoi, donc là, on se retrouve seul à la maison. Donc ça fait bizarre. Pour rien te cacher, c'est particulier. En plus, moi, j'étais avec ma femme à la maison, mais elle, elle est infirmière, donc elle continue de Eh oui, travailler. Donc pas mal de temps où j'étais seul, seul chez moi où, bah, là, du coup, tu te poses plein de questions. Tu te dis: «Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que ça va pouvoir reprendre? Est-ce qu'on va pouvoir rejouer des matchs?» Le tournoi, est-ce qu'on va pouvoir le finir? Il y avait plein de questions comme ça sans réponse et ça dure quand même, 3 mois pour nous. Que 2 mois de confinement, mais les joueurs de rugby, on n'avait pas le droit de reprendre, donc on a repris en juin, donc 3 mois confinés. Donc c'était assez particulier et pas évident à vivre quand même pour tout le monde, hein, mais moi je l'ai vécu comme ça aussi parce que, voilà, c'est je passais de vivre des moments exceptionnels et de vivre un rêve à ce que tout ça s'arrête et je savais pas si j'allais pouvoir y repartir et parce que bon, ça va ouais, tellement vite à ce niveau-là que c'est pas évident, mais derrière, petit à petit, on reprend, surtout l'été où on reprend un peu séparé, par des cellules un peu, divisées avec, bah, c'était assez particulier et on reprend par, des matchs, à huis clos. Où là, c'est plus la même saveur, où on joue, on est, 15 contre 15 et il y a personne en tribune, c'était un peu triste ces, périodes-là, mais ouais, pas le choix, on a dû, faire face et donc on a l'autorisation de finir ce tournoi aussi en octobre, qui est à huis clos aussi, donc ça, c'était encore plus particulier parce que quand tu joues dans des grands stades et que ouais, tu as personne, en plus en équipe de France, c'est quand même, très particulier, mais pas le choix, toujours pareil, petit à petit on avance comme ça, en espérant que les gens puissent revenir au stade, rapidement, mais ça dure quand même, une saison ou quasiment une saison, je crois. ouais. Mmh. Avec après petit à petit, 5 000 personnes ou 10 000 Ouais, ouais, personnes bien au sûr. stade, donc et c'était, très particulier, ouais. Et le MHR, pour le coup, ça se passe pas très bien. Xavier Et bah, Garbajosa est remercié. ouais, on est, 9e ou 10e, enfin, c'était pas du tout dans les, standards du MHR. On visait le top 6 et on n'arrivait pas à être constant. On gagnait des matchs, on en perdait, mais on n'arrivait pas à être constant dans la victoire et petit à petit, on arrive un lundi et ça change de coach, quoi. Donc on était, les premiers surpris aussi, on a su un peu comme tout le monde où, là, moi, je vis mon 1er changement de coach, réellement.
Oui, génial, parce qu'il y avait déjà donc Jean-Noël Spitzer à Vannes qui avait pas bougé et qui a pas bougé. et qui non, Oui, qui est toujours là et donc c'est assez particulier quand même de vivre ça parce qu'on se dit: «Mais comment on va faire, On va devoir, réapprendre à jouer, à s'entraîner avec d'autres personnes, et ça, c'était assez particulier, ouais et finalement, petit à petit, ça nous a souri parce qu'on a joué le maintien en top 14 jusqu'à l'avant-dernière journée, mais on a ce titre de en Challenge Cup qui nous apporte, beaucoup de bonheur. ouais, bien sûr, parce que c'est Philippe Saint-André qui débarque avec son staff, JB Elissalde, Ouais, si je vois alors bien lui dire? était déjà là avec, Xavier Gabarza OK. et qui est resté et donc après, oui, ça a pas mal bougé, ouais. Et n'empêche qu'en tu l'as dit, en 18 mois, vous faites 2 titres. On y reviendra sur celui du top 14, mais vous allez chercher ce titre de challenge européen, face au Leicester. Tu vois, d'ailleurs, je me disais, en voyant le Racing qui a gagné le quart de finale là, au Connacht à 14 contre 15, qui vivent une saison galère, qui vont se sauver un peu tout juste là, ça me fait un peu Ouais, penser à ça, tu vois? Qui vont peut-être aller chercher le titre au exactement. challenge, non? Ouais, ouais, exactement. Puis en plus, on avait un groupe, extraordinaire et un peu comme le Racing aujourd'hui où, quand tu finis avec, je me rappelle, tu as Goussen, il y a Yann Serfontein déjà, André Pollard, enfin, c'est des noms quand même, qui Ah oui. sont, magnifiques quoi, avec, Guillaume Guirado, Fulgence Ouedraogo. Enfin, c'était impensable qu'on joue le maintien avec ce genre de joueurs et donc, ça nous a souri sur la fin de la saison où en plus, cette Challenge Cup nous a permis de retrouver de la confiance, pour le top 14. Mais en plus de ça, on arrivait à gagner les matchs. En demi-finale, on joue à Basse, à huis clos, mais c'était très compliqué. Une grosse équipe de Basse où on défend, si je me souviens bien, plus de 10 minutes sur notre ligne. Les pick and go de Basse alors que c'était leur point fort. On arrive à défendre ça et ça nous a donné un supplément d'âme pour la suite et pour aller gagner cette finale à Twickenham contre, les Anglais avec, 10 000 personnes dans le stade. Mais, à partir de là, ça nous a vraiment fait basculer en disant: «Bon là, le maintien, on va l'avoir parce qu'avec un groupe comme ça, avec ce genre de match, ça c'est Ouais. impossible qu'on puisse descendre». Ouais, la bascule, elle se fait là et tout d'un coup, oui, ça Ouais, ça tourne du bon sens et puis justement d'avoir vécu des moments aussi galères sur l'année, 2020-2021, je pense que ça te construit le groupe et si vous êtes champion en 2021-2022, je pense aussi que c'est après être sorti de la tête dans dans la boue, on va dire, que un an après, vous gagnez le titre aussi, non? ouais, c'est ça, parce que quand tu gagnes un titre de Challenge Cup, même si c'est la petite coupe d'Europe, on avait joué de sacrées équipes quand même. On finit contre le Leinster où, on prend des ballons portés en première mi-temps. On s'est dit: «Bon, ça va être compliqué, il va falloir, adapter notre jeu» et c'est ce qu'on a réussi à faire et donc l'année d'après, on se sert de ça pour vraiment dès les premiers matchs, basculer dans le top 6 et y rester et on commence un peu, en battant de l'aile où c'est pas si simple que ça, mais après le premier quart de la saison, on arrive à vraiment enchaîner quelques victoires et là, ça nous met dans le top 4 même. On finit même, on bascule le 1er, 2e avec Castres Ouais. et finalement, on y reste jusqu'au bout et ça nous a donné, une force, où quand tu es dans cette position-là, en plus de ça, on n'a pas beaucoup de blessés, donc les coachs, arrivent à gérer l'effectif. C'est plus facile aussi pour avoir un groupe vraiment homogène et en forme pour arriver sur ce genre de phase finale. En plus, on va directement en demi-finale, donc un week-end de libre pour, vraiment se régénérer et être, à 100 pour les demi-finales, à Nice. Vous battez l'UBB, je crois? Ouais. En demi-finale, sur l'année 2022, et vous arrivez en finale face au CO. Le CO, tu vois, j'ai enregistré la semaine dernière avec Benjamin Urdapieta, le CO qui fait une année, c'est sous la période, Pierre-Henri Broncan. Le CO qui fait une année, monstrueuse, qui arrive, je pense favori, non, à l'époque, en finale? Oui, oui, Franchement parce parce qu'ils qu'eux, ils ont gagné Toulouse la semaine avant, mais ils finissent 1er du championnat, nous 2e
Après, on n'était pas loin les 2, mais c'est sûr que favori et puis, avec, beaucoup de supporters pour le CO, à contrario, nous, on parlait pas trop de Montpellier, et puis ça se voyait même à la télé, on parlait des autres, sauf nous. Ouais, c'est ça. Et nous, ça nous a bien aidé Ouais, parce que, ça vous a servi de levier? on nous a dit, on se disait, beh, maintenant, écoutez, maintenant personne ne veut nous voir gagner, Ouais. personne nous supporte, à part les Montpelliérains et quelques-uns, c'est sûr, mais à Canal, on voyait, Montpellier, ça passait pas trop, on parlait pas trop c'était pas forcément mis en avant et nous, ça nous a aidés, ça nous a donné un supplément d'âme et une force pour jouer ce genre de match et on a vu contre, le BV, on arrive à gagner, pas dans la facilité, c'est sûr, mais ça nous a vraiment souri et pour aller chercher cette, Ah oui. cette finale au Stade de Ouais. France. Allez, tu demandes à Benjamin Hors de Pieta, il s'en souvient très bien. Il dit: «On arrive comme jamais, on vient de battre le Stade Toulousain, on finit premier, on est meilleure défense du championnat, on est en place, on a l'impression qu'il y a rien qui bouge». Hors Pieta, il est en feu, il tourne à je crois 93 ou 94 de réussite sur l'année, heu et au final, vous leur passez 3 essais en je crois 12 ou 13 minutes. À la 15e en plus, il se blesse, Hors Pieta. Enfin, il y a 17-0 au bout de 15 minutes, c'est je crois quasiment du jamais vu, en finale du top 14. Raconte-la nous cette finale, comment tu l'as véue en tant que joueur? Beh, 1er surpris, hein, toujours pareil comme tout le monde, une finale, ça se joue toujours à quelques points. On savait que ça allait être très dur, quoi. En plus que Castres, c'est une équipe, qui est dure à jouer, ils lâchent rien, ils donnent tout, tout le temps et heu et c'est vrai qu'on arrive à marquer 3 essais en peu de temps Tu et marques, là, toi, d'ailleurs? je marque le troisième Oui, essai marque 3e, ouais. donc là, on gagne vite, 17-0 Ouais, je c'est ça. sais plus combien, et du coup, on se dit: «Bon là, si on est intelligent, on lâche pas et que c'est une finale, il faut pas lever le pied, on n'a pas le droit» et surtout quand on a le score comme ça, qui est Mmh. fait rapidement, il reste 70 minutes, 60-70 minutes encore, donc c'est très long et Castres a l'habitude de ça, ils avaient beaucoup de joueurs d'expérience qui ont déjà eu, des Mmh mh. titres. Donc on se dit surtout, on reste focus jusqu'au bout parce que, on peut vivre quelque chose, d'exceptionnel, quoi. Et donc, on reste vraiment focus, tout le match même, surtout qu'en plus là, on voit que Yorda Pilita se blesse, Dumora passe en 10 mais il loupe, une pénalité, il loupe une pénale touche qui met un ballon mort. On se dit quand même là, tout est réuni pour que nous on gagne aujourd'hui, quoi. Il y a pas possibilité que le CO revienne et donc, à la mi-temps, on avait des leaders aussi comme, Guillaume Guirado qui a l'expérience de ça et qui nous a aussi aidé Ouais, sur ce plan-là psychologique et donc on a réussi à tenir le score, derrière à mettre des 3 points, à pas encaisser d'essais et même s'ils rentrent, peut-être 2 fois dans le but sans marquer, ça nous donne encore plus raison de se dire: «Bon, ben, là, ils ont rien aujourd'hui, ouais, nous on a tout donc on peut pas la perdre, quoi». Donc il faut vraiment rester focus et jusqu'à la 77e où là on gagne de plus de 3 marques, je crois, donc là on se ouais, dit ça finit à On 29-10 reste, donc on ça reste encore, focus, mais nous derrière, on se dit: «Comment on peut perdre, quoi?» Donc là, c'est avec, Gabriel Ngandébé, on s'est dit: «Non mais là, c'est pas possible, on va le gagner ce match, c'est pas possible» et c'est Arthur Vincent qui nous dit: «Ah les gars, calmez-vous, il reste encore quelques minutes», et en fait, on se tourne sur le banc des remplaçants et tout le monde se sautait dans les bras, tout le monde célébrait déjà. Et en fait, on regarde le score et on se disait: «Mais en 3 minutes, on pourra jamais prendre 2 essais ou voire 3», je crois qu'il y avait d'écart. Et là, on lui dit: «Arthur, mais c'est bon, arrête, de nous parler comme ça, c'est bon, on a gagné, quoi». En fait, on n'y croyait même pas parce ah qu'on oui, l'a jamais vécu ce moment et quand c'est la première fois, c'est dur d'y croire et encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire qu'on ait réussi à faire un match comme ça et de gagner un bouclier, enfin, c'est inimaginable, mais c'est extraordinaire et là, quand l'arbitre siffle à la fin du match, c'est, j'en ai le frisson encore, c'est fabuleux quand, tu joues au rugby et que tu lèves un bouclier de ah ouais, Brennus, ça c'est le Graal, quoi. ah ouais, bien sûr.
bien sûr. Et tu c'est quoi les émotions à ce moment-là, quand tu gagnes là? C'est juste de la joie et tu réfléchis pas ou tu regardes un peu en arrière et tu te dis: «Attends, mais j'avais 20-21 piges, 22, je jouais en fédéral 1, il y a rien qui me prédestinait à gagner une finale top 14». C'est quoi? C'est juste de la joie ou tu commences Là, à ce déjà moment-là, à c'est de la joie parce que tu te poses pas trop de questions, c'est de la joie de tu profites du moment. Là, tu lâches tout, c'est, une saison, plein de saisons ah ouais, auparavant, qui t'amènent à jouer ce match et de le gagner et là, c'est extraordinaire. Tu te dis: «En fait, je vis que ce que, tous les autres ont fait auparavant». Moi, j'étais dans mon canapé et je regardais les joueurs aller, monter cet escalier-là et aller chercher le bouclier, serrer la main du président, bah, il y a plein de choses qui sont réunies pour qu'en second temps, tu te dises: «Bon, ben, là, c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est incroyable», mais même sans trop réaliser parce que c'est dur de réaliser ce genre de moment. Tu veux profiter à fond et donc tu profites de tout le monde, de la famille qui vient te voir, des copains partout, bah, c'est extraordinaire. incroyable. Hem, Qu'est-ce qu'il a apporté, Philippe Saint-André? Parce que quand même il arrive, le MHR dans une position compliquée. 18 mois après, il y a un titre en challenge, un titre en top 14. Qu'est-ce qu'il a apporté de différent? Qu'est-ce qui a fait que la sauce a pris comme ça? Bah, je pense que sur le plan, management, humain surtout, il a beaucoup apporté où il a réussi à nous unir et à créer, un état d'esprit pour gagner et toujours, prendre des points, que tu gagnes ou que tu perdes. Parce que même cette année-là, les matchs, qu'on perd, on prend des bonus défensifs. En fait, Mmh, à chaque match, on prenait des points et c'est hyper important de ouais. de prendre des points à chaque match parce que c'est ça qui nous a permis d'être dans les 2 premières places, et On le à on le chaque fois, que on ce le soit on le voit même là une sur la équipe. sai on le voit là sur la saison actuelle, hein, entre le 10e et le 5e, tu as 2 points, hein, donc 3 bonus Exactement, D et tu es qualifié. exactement. Donc c'est ça qui nous a permis d'avoir cet état d'esprit-là, de gagner, de même avec l'équipe qui change, chaque week-end, d'avoir un groupe vraiment uni, tu une quarantaine où tout le monde a joué, tout le monde s'est fait plaisir et on l'a vu, sur ce genre de phase finale où bien sûr il y avait un groupe qui a joué, un groupe qui a pas joué et même ceux qui jouaient pas la semaine, ils faisaient un travail, énorme pour l'équipe qui allait jouer. Ils nous mettaient dans des conditions, extraordinaires Ouais, où il y a personne qui râlait, personne qui faisait le mauvais geste à l'entraînement ouais, pour essayer de te blesser, que tu échoues à ce moment-là et derrière nous on l'a ressenti comme ça et ouais, tout le monde a fait la fête ensemble, tout le monde était content, on s'est tous sautés dans les bras, tout le monde, c'était, 45 mecs qui étaient champions de France, c'était pas juste 23 qui étaient sur ouais, le podium ouais. Tu vois, et c'est ça, nous marrant. on l'a vécu vraiment comme ça. Tu vois, c'est marrant, c'est à chaque fois que tu vois, j'ai fait Dimitri Rozerski qui me parlait aussi du titre qu'ils ont eu avec le Racing. À chaque fois, ce qui ressort, c'est juste ça. C'est une bande de mecs qui parce que les bons joueurs, en fait, chaque équipe a des joueurs extraordinaires. C'est à un moment donné l'équipe qui arrive à faire le switch comme ça où, tu vois, il y a tu parlais du supplément d'âme, quand tu étais avec Van et tout, pour le maintien et tout. Tu vois, ce petit truc en plus que je sais pas pourquoi, il y a certaines équipes sur une saison qui arrivent à l'avoir, d'autres moins. C'est un peu étonnant, mais je trouve que ça joue souvent là-dessus et tu vois, en plus, le MHR quand même ressortait des années, Jack White et compagnie qui avaient fait amener beaucoup, beaucoup de Sud-Africains et on sentait qu'il y avait pas forcément cette cohésion exceptionnelle et finalement là, Philippe Saint-André, je trouve qu'il a ouais, c'est ce que tu dis, il a réussi à faire de la cohésion là où c'était peut-être un peu ce qui pêchait et du coup là, tu fais une cohésion plus, des gros joueurs, internationaux, bah, les 2 ensemble ça match, quoi. Ouais, puis c'est un peu comme, en 2018 où Montpellier perd contre Castres. Castres finit 6e du championnat et finalement on gagne, cette année-là et je pense que c'est, ce supplément d'âme-là cet état d'esprit qui a permis qu'il renverse Montpellier sur ce match. Alors que c'était inespéré, on voyait tous Montpellier gagner, mais comme tu dis, cet état d'esprit-là permet à gagner des matchs et des titres et Ouais, cette année-là, c'est nous, ça nous a souri vraiment parce que là, c'était vraiment une équipe, et pas des individualités. ouais, complètement. Comme d'habitude, j'ai l'impression
à chaque fois qu'il y a quelque chose de très haut, après s'ensuit quelque chose de très bas. Tu as Ouais, l'impression que c'est jamais à part le Stade Toulousain peut-être qui arrive à être cyclique sur plusieurs saisons, mais toujours après une saison du titre, c'est la galère. Et cette saison 2022-2023, elle est un peu plus galère, c'est vrai, vous finissez 11e. Heu, p Pourquoi tu penses? Pas assez bien digéré le titre, vous êtes attendu cette année-là donc c'est plus la même chose, comment tu l'expliques? ouais, je pense que c'est un tout. On perd déjà des leaders, Fufu Ouedraogo, Guillaume Ouais. Mirado, Benoît Paillog? Benoît Paillog, enfin, c'est quand même des joueurs qui apportaient sur un plan, psychologique, et hyper important, dans un groupe, et qui savaient, unir, tous les joueurs avant un match ou Ouais, une ouais, bien sûr. semaine, et hem et donc on essaie de faire ce relais-là, nous, à plusieurs. Et puis derrière, peut-être un état d'esprit où, on sortait d'être, champion, on n'était pas habitué à ça parce que c'était la première fois avec ce club, et mal préparé, la pré-saison ou l'après pour arriver à maintenir ce niveau-là, et derrière c'était plus compliqué, ouais. Ouais. Et du coup, il y a cette saison 2023-2022-2023, saison 2023-2024 qui est aussi galère. Vous finissez 13e là, ça se joue à la dernière journée, bah, à l'access match, oui, c'est ça, contre Grenoble. Ouais. Donc voilà, 2 saisons difficiles pour les Machers. Voilà, après ce titre-là, ça a été 2 saisons dures. Ça a déjà pas dû être facile à vivre en tant que joueur, ces 2 dernières saisons? Ouais, pas facile à vivre. En plus, on rechange de coach, de manager, il y a Richard Cockerill qui arrive Oui, en juillet. Donc, il faut repartir sur un nouveau mode d'entraînement, et puis finalement, on n'arrive pas à gagner, ça ne nous aide pas, et puis, on sent que c'est pas forcément que ça vient du staff, hein, c'est aussi nous les joueurs, on a aussi, notre responsabilité parce que les joueurs changent pas forcément, mais c'est juste l'état d'esprit ou, l'envie qui est moins bonne, et quand tu perds, en plus, tu perds la mmh, confiance, tu arrives pas à enchaîner les semaines comme tu veux, et là, c'est plus compliqué quand tu perds après, et le lundi, c'est dur, tu repères le week-end d'après, c'est pas simple, et quand tu perds en plus de quelques points et que ça tourne jamais en ta faveur, bah, tu te dis: «Tu vas jamais y arriver», et finalement, fin novembre, ça rechange de oui, manager et de staff, et que là, il y a tout le staff qui change. qui est le Donc là, staff derrière, actuel quasiment avec Johan Codulot qui prend ça, avec Bernard Laporte qui arrive aussi, c'est ça, c'est ce moment-là? C'est Bernard Laporte qui arrive avec, Collazo, Ah oui, non, oui, Etcheco, c'est avec Labitte. Patrice Colazo, oui, oui, d'accord, oui. Ah oui, ça avait Ouais, rechangé encore. Oh là là. ouais, et donc du coup, on se dit: «Bon, beh, ouais, c'est sûr qu'il faut repartir sur un mode d'entraînement toujours pareil», mais on bascule sur la Challenge Cup rapidement et on gagne les matchs, et on se dit: «La Challenge Cup, il faut que ça nous serve parce qu'il faut se retrouver une Ouais, équipe, bien sûr. et un état d'esprit», et on arrive à gagner 1 match, 2 matchs, 3 matchs, on arrive à enchaîner, on se dit: «C'est bon, c'est reparti». Mais il faut quand même garder le cap parce que, on sait Ouais, que ça peut vite basculer, dans le négatif, et donc on y arrive, le premier mois, et puis après petit à petit, c'est toujours ça, on rebascule sur le top 14, et là on a du mal à enchaîner les victoires, et on n'arrive pas surtout à sortir de cette, avant-dernière place, et là, jusqu'au bout, compliqué, on perd des joueurs. Moi je me blesse, je me fais les croisés. On était, beaucoup à se blesser comme ça, et rien qui va, psychologiquement, quoi. rien qui allait, et donc bon, il faut assumer, et quand tu es joueur, il faut aller jusqu'au bout, et donc pour ma part, c'était compliqué parce que j'étais hors des terrains, je pouvais pas, l'impression de servir à rien, et donc il faut aller jouer ce match à Grenoble, pour l'access match, et qui est en plus compliqué. On démarre bien le match, mais qui est compliqué, et à la 77e, on passe devant et on arrive à gagner, mais c'était un ouf de soulagement, Ouais, com mais on n'était même pas content parce que ce club-là n'avait pas sa place à l'Access Match, et donc c'était un ouf de soulagement, mais très particulier comme ouais. sensation.
compliqué, jusqu'au bout du début à la fin quoi, Ouais, ouais. cette saison. Ça repart sur un nouveau cycle, hein, cette année-là, avec Johan Codiot, avec des mecs du cru, Benoît Paillot, Geoffrey Toumérou, Antoine Batut. Hem Et en même temps, il y a beaucoup de relais, de joueurs, capés, je pense à Vunipola, à Swartog. C'est marrant parce qu'on savait pas trop où ce MHR allait, tu vois? Après 2 saisons un peu, à changer de staff, à beaucoup de mouvements, à voilà. Et là, je trouve que ça a eu du mal à prendre au début de saison et je trouve qu'il y a c'est la première fois que je ressens de nouveau depuis cette saison du titre là, une vraie identité, tu vois? Ce MHR, un vrai truc spécial et presque assumé de dire, un peu comme tu me parlais à la finale, tu sais, après le CO, ouais, on même dans la com et tout qu'on voit et tout, ouais, on est pénible, ouais, il y a personne qui eh bah, tant pis, nous on s'en sert. On est là, on est content. Enfin, tu me dis, hein, c'est mon ressenti et Ouais, du ouais. coup, en fait, ça prend. On sent que les joueurs, ça répond là. Ouais, ça prend petit à petit. C'est un staff qui est jeune, qui apprend à travailler ensemble aussi. Mais petit à petit, on sent qu'on a, l'ambition de produire du rugby, qui nous plaît et même si on a perdu des matchs, on en a gagné des beaux aussi et là dernièrement, ce qui pêche, c'est qu'on n'arrive pas à jouer pendant 80 minutes, Ouais, mais que quand on se met à jouer, ensemble, on fait des bonnes choses et ça c'est moteur de d'une chose très positive parce que c'est un état d'esprit aussi qui montre qu'on est capable de faire des belles choses. Donc là, on a perdu en Challenge Cup, mais on est quand même à un point du top 6 et on a cette chance de pouvoir, espérer à ça et surtout on a les cartes en main pour y arriver et donc il faut arriver à bien travailler et par ce biais-là d'expérience, de plein de joueurs internationaux ou de gens du club pour avoir cette expérience-là des dernières saisons, de bien aborder ce genre de fin de saison pour, espérer aller accrocher, cette 6e place. ouais, parce que là, vous êtes, 8e avec 43 points, le 6e, il en a 42, le 11e, il en a 39, enfin, ça se joue à une victoire près, tout ça donc ouais, en tout cas, vous êtes dedans. Vous l'étiez pas en début de saison, là, vous êtes bien revenu. C'est marrant, c'est vrai que ça manque un peu de constance, tu vois? Tu sens que, ça prend, boum, ça repart en Ouais, parce février, que c'est un club qui est en construction. ouais, On a eu ce titre en 2022, mais derrière, on a changé, 3 fois de staff et et donc c'était toujours en évolution, en construction pour essayer de chercher la ouais, stabilité et qui est pas simple dans ce club, mais là, peut-être qu'avec ce staff, ils arriveront ouais, à trouver la stabilité pour arriver à être constant dans les performances ouais, et arriver à rester sur le haut du tableau sans trembler avec le maintien, chaque saison. ouais, ouais, c'est sûr. Mais là, tu vois en tout cas que ça répond parce qu'il y a du caractère, tu vois? Cette victoire face au Stade Français que vous allez chercher à la 80e, c'est quand même, je trouve, des matchs qui sont fondateurs, tu vois? Surtout après Pau où ça perd à la dernière minute. On sent que tu vois, que ça répond bien, que les mecs lâchent pas et que, tu vois? Tu sens que si le MHR se qualifie, ça, tu vois, tu as pas envie de les prendre. C'est le genre d'équipe, Ouais, c'est sûr et puis c'est quand tu te qualifies comme ça, si jamais on se qualifie, tu te qualifies au dernier moment et que ça donne un supplément et après sur des matchs couperets, tu sais jamais ce qui peut se passer sûr, et toi quand, tu reviens de loin et que si le staff arrive à gérer, l'effectif et avoir un groupe homogène et en forme pour les phases finales, tu sais jamais ce qui peut se passer ouais, bien sûr. et Ah tout peut bah, surprendre. tu parlais justement, un peu comme Castres avait fait, en 2016, quelque chose comme ça? 2018, ouais. 2018, ouais, 2018. Tu décidé l'année prochaine de retourner à Vannes, pourquoi? Pourquoi? Parce que, à Montpellier, voilà, j'ai fait 6 ans, j'ai fait 6 belles années où ça m'a apporté beaucoup de choses, niveau rugby, niveau vie privée aussi, parce que j'ai, 2 filles qui sont nées ici, enfin j'ai grandi aussi en tant qu'homme, Ouais, à Montpellier et comme, il y a 6 ans, quand je partais de Vannes, j'avais fait 5 ans, l'envie de rechanger, de voir autre chose
Tu as et fait le tour de la question un peut-être à peu? la fin d'un cycle aussi et j'ai eu cette opportunité-là de repartir à Vannes en me disant, peut-être que ça doit ça devait être, écrit comme ça ou j'arrive à 33 ans cette année, ça m'amène à 35 ou 36 ans à Vannes et peut-être que je finirai là-bas l'histoire devait être écrite comme ça. J'ai commencé là-bas, je vais potentiellement finir là-bas et hem et peut-être faire découvrir aussi, l'envie de faire découvrir à mes filles aussi, cette ville et cet environnement Ouais, qui est sain et qui est vraiment appréciable, ouais, donc voilà, c'était une décision que j'ai pris rapidement aussi avec ma femme, mais c'est vrai que on est très contents de repartir là-bas à Vannes, tous les 2 parce que pour elle aussi, elle s'était régalée pendant 5 ans, on s'est fait beaucoup d'amis, et puis cette région-là est vraiment, ouais, vraiment agréable et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, ouais. génial, génial. En espérant que ça soit en top 14 et pas Voilà, on va espérer, ouais. Mais bon, ça sera quand même, une belle, mmh, une belle expérience, même si ouais, c'est entre les 2. bien sûr et on le disait avant, ce club il est structuré donc c'est que partie remise, même Ouais si et ça puis devait arriver. le club a changé aussi, Ah bah on n'a oui, pas connu ce centre d'entraînement. Le club a évolué, il joue au guichet fermé maintenant tout le temps, alors que je le vivais pas non plus avant et donc c'est sûr que ça va faire du bien aussi de voir qu'on repart dans un environnement similaire, mais qui a changé quand même. ouais, complètement. Hem, Avant qu'on passe rapidement aux skills, on fait une petite parenthèse sur l'équipe de France. On le disait, le début de Mental Fabien Galtier, tu avais été appelé et voilà, tu l'es moins maintenant, tu l'es plus. Je pense qu'en même temps, je sais pas si c'était ce timing-là, il y a eu l'éclosion de Melvin Jaminet qui avait explosé, après le covid, donc ça doit correspondre un peu au moment où tu es moins appelé. Comment tu le vis, le fait d'avoir été monté si haut, tu vois? Et puis après d'être, un petit peu, on va pas dire oublié, tu vois? Mais plus sélectionné en tout cas. Heu, de 1, est-ce que tu le vis bien? Et de 2, enfin je sais pas, donne-moi ton retour là-dessus. Bah, je le vis, oui, c'est compliqué parce que quand tu es, titulaire et que tu joues, le tournoi, le 1er tournoi, je le joue, entièrement. Donc je me dis que derrière, potentiellement, Ah oui. ça s'est plutôt bien passé. Je peux enchaîner, je me suis blessé aussi, au genou et une petite entorse, du genou où là, c'est, Brice Dulin Ah oui, c'est au moment où Brésil qui revient. joue d'abord avant que Melvin arrive qui lui fait des gros matchs, et élu meilleur joueur de Eh oui, ce match en Irlande là, encore sous covid, à Blanc là où il fait un voilà, match incroyable. Oui, ouais, c'est ça, oui, OK. ouais, ouais, il fait vraiment de super matchs Mmh. et donc à ce niveau-là, c'est la logique aussi et la forme du moment, ça on en parle beaucoup, mais ce que je comprends, il fait des gros matchs donc il a l'opportunité d'endosser ce rôle-là et c'est vrai que c'est dur pour moi de pas rejouer. Donc je suis remplaçant au 24, sur le tournoi d'après. Donc c'est pas évident, mais c'est quelque chose que je dois accepter, qui est comme ça et puis, finalement, Brice fait des super matchs donc c'est juste à moi de travailler pour être, meilleur et pour espérer être rappelé mais en tout cas, là en plus je m'entendais bien avec Brice donc j'ai pas de raison de lui vouloir, hein. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est la concurrence qui veut ça, mais tant mieux pour les équipes et là, à ce niveau-là international donc c'est sûr que c'est pas évident mais du coup, j'espère toujours, je suis appelé pour être, en 2e, à chaque fois sans jouer mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut prendre son mal en patience et derrière après on part en tournée en Australie où là, c'est Melvin qui joue. Et pareil, c'est sûr qu'il avait jamais, joué, mais quand Oui, il arrive, il fait une grosse tournée c'est d'été, c'est là qui un est oui. ouais, ouais et puis c'est un buteur, incroyable, où il Ouais, peut buter de partout sur le ouais, terrain on l'a vu ce week-end. il fait une belle tournée donc c'est pareil, je suis remplaçant mais toujours pareil, tant mieux pour l'équipe de France il faut faire jouer les meilleurs joueurs au meilleur moment
Donc c'est dur d'accepter, c'est sûr, mais c'est une prépa mentale aussi à avoir et puis je m'étais, toujours un peu préparé, individuellement en me disant, «Bah, là tu joues aujourd'hui, c'est sûr que c'est bien, profite Ça peut parce ne que pas tu as durer. vu, ça va vite dans un sens, mais ça va vite dans l'autre». Donc je m'étais, toujours un peu préparé, c'est dur, c'est même en se préparant, c'est pas Ouais, simple, mais c'est comme ça, il faut l'accepter et on n'a pas le choix. L'avantage que j'avais, c'est que en club, je continue à jouer, donc ça m'apportait quand même du temps mmh, de jeu et ça, c'est même avec le changement de coach, j'arrivais à continuer à jouer et ça, c'est ça qui m'a aidé aussi parce que quand tu es joueur de rugby, tu demandes qu'à jouer et sûr. quand tu joues, tout va bien, mais quand tu joues pas, c'est plus compliqué, donc là, de pas jouer en équipe de France, c'est sûr que c'était un peu plus compliqué, mais j'avais cette chance de pouvoir jouer en club et donc ça m'apportait, de la joie quand même. Ouais, bien sûr, c'est clair et puis tu vois, tu te dis, je compare un peu la concurrence en 15 à la concurrence en 9 quand tu vois que tu as des mecs comme, Baptiste Couillou, Baptiste Serin qui sont pas appelés en équipe de France, tu te rends compte qu'au niveau international, les places elles sont très, très, très chères et ouais, il suffit qu'il y ait un mec qui soit en forme à un moment à un instant T et qui prenne la place, bon, bah, tant qu'il est en forme, il la garde quoi, donc c'est toujours, c'est toujours particulier, ouais. Ça, ouais. Hem, on va passer à la partie skills. Déjà, je te remercie, hein, pour c'est pas toujours évident de parler de ces choses Avec plaisir. un peu moins cool. Hem, je trouve que tu es un joueur très complet, très régulier, à peu près bon dans tout, tu vois? Que ce soit dans ton jeu au pied, même dans ta défense, tes duels offensifs, le fait de lâcher la balle dans les bons timings, hem, déjà ça, c'est quelque chose que tu as voulu ou c'est juste ton profil naturel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé en essayant d'être le plus complet possible ou est-ce que c'est juste, naturel? Heu, je pense que c'est quelque chose que je peux avoir aussi naturellement, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Même quand j'étais jeune, je disais que je passais les après-midi à jouer au pied, sur le terrain de Pouillon oui, naturellement, j'arrivais à taper du pied gauche, du pied droit, c'est une force que j'ai aujourd'hui parce que ça me sort de situations des Ouais, fois un peu délicates. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi, des heures et des heures pour arriver à enchaîner, les frappes, les au pied, les défenses, enfin l'attaque, la passe, toutes ces formes-là de du rugby pour pouvoir être performant et enchaîner les matchs. Mais donc pour moi, la réussite, passe par, oui, un peu de côté naturel, mais il y a beaucoup de travail aussi parce qu'il y en a qui peuvent y arriver comme ça, en peu de travail, mais il y en a surtout, je pense que tu demandes à beaucoup de professionnels, c'est surtout par le travail donc il y en a pas un sur le podcast, hein, qui m'a dit, «J'ai pas beaucoup non, bossé» ou des trucs c'est comme ça. ça et surtout à ce niveau-là et en plus dans le rugby où ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation, où il y a beaucoup de zones de contact, que ce soit en attaque, en défense. C'est jamais les mêmes Ouais. et donc ça demande beaucoup de travail, individuel, physique et mental aussi parce qu'il y a une préparation là aujourd'hui avec la vidéo, avec la préparation de son suivi, au quotidien, mais à travailler l'adversaire aussi, où il y a beaucoup de travail comme ça, en collectif, mais en Ouais. individuel pour pouvoir être, bon, sur le terrain. Il y a un débat, autour de ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens là maintenant la mode, c'est de dire vraiment, travaille tes points forts. Travaille quasiment uniquement tes points forts parce que c'est ce qui va te faire ressortir du lot. Hem, parce qu'il y a un débat un peu similaire qui dit aussi, bah, si tu es bon dans tout, finalement, tu es exceptionnel dans rien. Hem, toi, d'avoir un profil très complet, très bon dans tout. Est-ce que tu penses que ça t'a desservi à certains moments de pas avoir un ils aiment bien dire maintenant X factor, qui ressort du lot comme ça? Tu comprends ce que je veux dire? Genre, je comprends un peu ce que tu veux dire, genre, être, bon dans tout, mais sans avoir un truc qui te sort du Voilà, lot, c'est par ça, rapport aux qui autres. te fait ressortir et au final tu te dis, «Bon bah lui il va m'apporter ça, putain peut-être qu'Anthony Boutier il m'apporte tout le reste mais pas ça à 1000%». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Non, moi je suis content de ça parce que bon après bon partout, c'est gentil,
Il y a des points faibles malheureusement, mais c'est sûr que travailler les points forts, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que si on t'a choisi dans une équipe ou si moi on m'a choisi pour l'équipe de France ou quoi, c'est parce que j'ai des points forts et c'est ce qu'ils m'ont dit aussi de continuer à travailler ce genre de points forts parce que c'est pour ça qu'ils m'ont choisi, sinon ils auraient pris un autre, mec mais c'est sûr qu'il faut quand même travailler un peu les points faibles Mmh. parce que les points faibles, ça peut permettre de sortir d'une situation, de défendre, si c'est en défense, de pouvoir, bloquer une attaque, adverse, même sur ta ligne, faire, le petit coup, le petit geste qui permet de sauver, une action ou un match Ouais, et donc les points forts vont te permettre de gagner les matchs, mais les points faibles peuvent te permettre de pas les perdre. ouais, Donc c'est sûr qu'il faut travailler les 2, mais c'est sûr qu'il faut bien mettre en avant les points forts parce que, justement, ça peut te faire gagner les matchs. De mettre plus de points que l'adversaire, c'est sûr que tu vas en prendre, mais si tu en mets plus, par le biais des points forts, tu peux gagner plus de matchs. ouais, c'est clair. Un de tes points forts, je trouve, au-delà bien sûr du jeu au pied, et des ballons, je trouve que tu sembles toujours, bien placé, sur le terrain, tu vois? Tu es rarement pris, au dépourvu là-dessus, heu et c'est je trouve des choses qui sont dures à travailler. Tu vois? Travailler le placement sans ballon pour bien couvrir toutes les zones et tout. Déjà, est-ce que tu l'as travaillé? Si oui, comment? Ouais, c'est quelque chose que je travaille, encore, aujourd'hui parce que j'ai cette chance de pouvoir jouer d 10 et 15 Mmh. et ça m'aide beaucoup parce que Ouais, quand je suis en 10, j'arrive à percevoir un peu le poste du 15 et où il pourrait être passé à ce moment-là, match ou la position sur le terrain et vice versa et quand j'ai basculé en 15, en 2014, c'est, c'est le staff qui m'avait mis en situation en disant, «Tu es numéro 15 et quand tu es en défense, il faut que tu sois toujours dans les yeux du numéro 10 adverse ou du numéro 9 adverse. Que dès qu'il regarde, pour jouer au pied, dans telle ou telle zone du terrain, il faut que déjà tu saches où il a regardé et après qu'il puisse te voir aussi ouais, en se disant: "Bon ben là, je peux pas taper parce qu'il est déjà là" ou laisser une zone du terrain. Tu sais qu'il va taper là-bas et pendant le ruck quoi, où il va regarder une première fois avant le ruck, il va faire une prise de décision et si tu es pas dans cette vision-là, il faut que quand il quitte ce champ de vision, le temps qu'il ait le ballon, il faut que tu puisses être, dans sa zone pour que quand il tape, il faut que tu attrapes le ballon sans rebond ou qu'il échoue le coup de pied parce que quand il va attraper le ballon, il va voir que tu es là et du coup, il va faire un changement de décision qui en plus à ce niveau-là, il faut que ça change en 1 seconde parce que sinon tu ouais, es plaqué ou tu fais un mauvais jeu au pied. Donc c'est arriver à adapter la position par rapport à voilà, justement, sa prise de décision à lui ou c'est son génial. angle de vision Ouais, c'est et ça, rentré dans ça sa m'a tête. C'est rentré dans sa voilà, tête, en fait. exactement. C'est rentré dans sa tête. C'est arrivé à aussi pister ce qui alors au début, je le faisais parce qu'il y avait pas trop de vidéos, mais c'était arrivé à pister rapidement ceux qui étaient capables de jouer au pied pour savoir, s'il était pied droit, pied gauche, comment ils pouvaient jouer au pied, l'utiliser pour arriver à rentrer dans leur tête et arriver, dans l'idéal, hein, parce que c'est pas toujours évident, mais arriver à pour contrer et à rattraper le ballon et surtout rattraper le ballon de volée qui permet de pouvoir jouer en avançant et pas Ouais. subir justement, leur forme de jeu au pied. Ouais, tu vois, c'est intéressant parce que je pense qu'à plus bas niveau, l'objectif du mec, c'est juste, de couvrir sa zone. Il sait qu'il doit être là, maintenant qu'il y a les 50-22, tu as le 10 et le 15, moi je couvre ça, moi je couvre ça. C'est en fait, ça va plus loin que ça, c'est de dire: «OK, au moment de sa prise de décision, que ce soit en amont, faut que j'y sois et si j'y suis pas en amont, faut que après, quand il reste sur la balle, là, faut que j'y sois». Ouais, donc c'est Voilà et puis là, c'est un jeu collectif aussi. Nous, on a une façon de couvrir le 3e terrain, le 3e rideau. Donc c'est arrivé à si ton collègue n'est pas à cette place-là ou alors qu'il devrait y être ou alors si c'est à toi d'y être, de faire une bascule avec, les ailiers ou le 10, les joueurs qui sont capables de couvrir ce fond du terrain. C'est, individuellement un travail à faire, mais c'est aussi collectivement pour arriver
à combler tous ces coins du terrain pour, les empêcher justement d'avoir, une forme de jeu au pied, surtout idéale pour eux et qui nous rendent un peu le ballon, Ouais, désespérément ou qui n'ait pas ce choix-là de jouer au pied et que notre défense, justement les 13 qui sont devant, puissent leur mettre de la pression et les plaquer, faire un contre-rec, ou quoi que ce soit, mais arriver à mettre une pression collective. Donc nous, on a ce rôle-là du fond du terrain, mais devant aussi, ils ont, ce rôle-là de leur mettre de la pression justement pour pas qu'ils aient le coup de pied, idéal pour eux devant et pour nous derrière. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Hyper ça, c'est un intéressant. travail, collectif, donc en vidéo, on le travaille et puis après individuellement, c'est aussi un travail à faire pour justement, comme je t'ai dit, arriver à anticiper leur forme de jeu au pied et leur casser un peu leur dynamique. Ouais, bien sûr et du coup, tu reçois des vidéos, du 10 que tu affrontes, sur le week-end prochain en disant, «Il est gaucher, il aime bien la mettre dans cette zone-là», Ouais, ouais, on a des ordis, à disposition au club où on a une application aussi, pour un travail à domicile, mais c'est, quelque chose qu'on peut, avec les analystes vidéo qui mettent des clips à disposition et des dossiers pour faciliter un peu notre travail et moi je fais un peu le boulot et qui nous permet d'avoir un meilleur travail et plus rapide. Ouais, sûr. Hyper intéressant. Une fois que tu as récupéré cette balle, du coup, suite à ton bon placement, ce qui m'intéresse aussi qu'on regarde, c'est ta prise de décision. Tu as récupéré cette balle, pardon, dans le R3 en contre-attaque. Hem, Qu'est-ce qui va amener ta décision? Ou en tout cas, quel est ton process de décision? Est-ce que tu fais au feeling et tu dis: «Oh là, je vois un espace, j'y vais»? Est-ce que tu analyses, d'abord le R3, puis le R2, puis le R1? Est-ce que tu regardes à gauche, à droite? Fais-nous rentrer dans ta tête au moment où tu réceptionnes un ballon. Beh, une bonne prise de balle en avançant, sur le coin du terrain, c'est sûr que ça facilite, beaucoup de choses. Où là, tu as le temps de regarder, le 1er rideau, le 1er rideau adverse, où il y a l'espace. Est-ce que tu as des coéquipiers à côté qui peuvent, te permettre de jouer aussi ces espaces? Et si jamais c'est fermé, de te projeter plus loin et de voir si, le 3e rideau est dégagé avec des angles, à disposition. Aujourd'hui, en plus, avec, la règle du 50-22 ou aussi cette forme de jeu au pied-là où on tire, au milieu vers les poteaux où, on sait que quand le ballon roule un peu vers les poteaux, c'est dur de se sortir et d'aller trouver, une Ouais, bien touche, sûr. aux 50 mètres parce que là, ça rallonge la distance. Mais c'est d'abord, savoir regarder le 1er rideau pour jouer d'abord à la main, dans l'idéal. Remonter vite le ballon pour essayer de regagner les 50 mètres, voire plus si, s'il y a la place et pour remettre l'équipe un peu dans l'avancée et Ouais, dans ça l'idéal, quoi. c'est intéressant ça. Donc ta première philosophie, c'est de d'abord regarder les premiers rideaux, voir si c'est jouable à la main. Voilà, après c'est à voir aussi la zone du terrain. Oui, Si je récupère un ballon, à 10 mètres de mon but, bien sûr. là, je sais qu'automatiquement, oui, il y a cette prise de décision, de savoir si je peux contre-attaquer, mais en général, aujourd'hui, les défenses sont Oui, bien plutôt en sûr. place, donc tu es dans les 22, il faut aller trouver la touche le plus loin possible pour rebasculer dans le camp adverse. Imaginons qu'il y ait pas d'espace, que ce soit dans le R1 ou même le R3. Là, c'est quoi? C'est purement stratégique, vous avez prédéfini que ça allait faire des chandelles et du jeu au pied haut ou vous allez plutôt porter le ballon à la main? Donc c'est ça qui influe? Ou est-ce que tu essayes toi quand même de prendre une décision en fonction de Ouais, la l'envie? semaine, on travaille aussi, des relances de jeu après justement des réceptions de ballons hauts, de ballons, de jeu au pied long de l'adversaire. Après, c'est justement ça, c'est, à savoir, qui reste sur le 3e rideau. Donc, si c'est une personne qui est, à droite, si c'est quelqu'un qui est fort sur les ballons hauts, qui va sauter haut, qui va être bon pour réceptionner ce genre de jeu au pied. Savoir, si je regagne les 50 mètres, si je fais un rec sur les, 15 mètres, qu'est-ce qu'on va mettre en place autour avec les avants, les 3/4, Ouais, mais mettre une, forme de relance de jeu. Ça s'adapte par rapport à l'adversaire aussi et chaque week-end, on a un plan défini pour faire des choix aussi, qui aident à faire des choix plus rapides et donc ça peut passer par des formes de jeu au pied haut pour aller récupérer, jouer un duel aérien ou un jeu au pied long pour que savoir qu'ils vont nous le rendre
et que là, on pourra jouer, sur une défense un peu plus décousue, une contre-attaque, ou justement faire un ruck et essayer de jouer, derrière, collectivement. Ouais. Dernier point là-dessus, imaginons que tu vois soit un espace, j'en sais rien moi, petit côté, soit un mismatch où en fait il y a un pilier qui est devant toi. À partir du moment où tu as décidé de la jouer à la main, et comment tu vas l'amener? Est-ce que, tu vas appeler tes coéquipiers et dire une annonce pour, relancer à plusieurs et faire des décalages? Est-ce que tu vas Je sais que souvent au lieu d'attaquer une zone tout de suite, tu vas attaquer une zone un peu, à côté pour finalement aller l'attaquer au dernier moment. Comment tu amènes ça si tu as décidé de jouer à la main? Ouais, beh, ça dépend, s'il y a des coéquipiers qui ont bien rechargé pour pouvoir contre-attaquer ensemble. Donc là, dans l'idéal, d'en avoir, 2 autour, ça aide parce que ça déstabilise un peu la défense, et derrière, essayer d'aller attaquer, comme tu dis, les joueurs un peu plus lents dans des moments du match où, potentiellement ils sont un peu plus fatigués, ou sur des espaces un peu plus libres. C'est c'est sur ce genre de méthode-là, on peut le voir à la vidéo, mais sur un échange de jeux au pied, il peut y avoir des disparités entre, Bien les sûr. défenses et attaquer une zone en particulier. Mais bien sûr que, moi je fais pas partie des plus rapides, donc c'est attaquer un endroit pour, revenir, pour essayer de les mettre en difficulté. Mais c'est sûr que ça va se jouer à plusieurs et par le biais d'appui parce que, je suis pas le plus rapide et je suis pas le plus costaud, donc faut s'adapter. Ça, faut s'adapter. Hem, Qu'est-ce que tu travailles, là, au jour d'aujourd'hui, en ce moment, au niveau des skills? Bah, je continue, constamment à travailler, le jeu au pied, donc un peu toutes les formes de jeu au pied Toutes les parce que formes? là, en plus, je peux jouer 10 ou je peux jouer 15, donc ça va être un ballon un peu partout posé sur le terrain pour, m'adapter suivant les modes de jeu au pied à avoir. Attends, tu veux dire que tu poses plusieurs ballons à des zones différentes du Ouais, terrain et suivant après les tu les journées, enchaînes avec à chaque fois un type de jeu au pied différent? ouais, voilà, je peux faire ça, ou alors suivant les journées, je vais me focaliser sur, les sorties de camp où je peux aller, essayer de trouver de la longueur pour trouver la touche, ou justement aller, sortie des 22, aller jouer, trouver une 50-22, ou si c'est couvert, un jeu au pied au milieu OK. des poteaux sans que ça sorte, je le par journée aussi, je peux faire, ce genre de Tu choses. dis: «Aujourd'hui, on va Et travailler, jeu au pied d'occupation, touche indirecte» et voilà, puis tu vas et travailler que plus, ça, quoi. plus j'avance vers le match, par exemple, la mise en place, où là, après la mise en place, je balaye un peu tout le terrain pour, surtout quand on joue au domicile, pour, avoir un peu, pour, prendre connaissance un peu du terrain et Ouais, tous les repères. les repères qu'on peut avoir pour la longueur du jeu au pied, et savoir où le ballon pourrait sortir, si je dois taper en touche directement ou non, et pour balayer un peu, se mettre en condition de match et trouver de la confiance. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, assez spécifique sur un thème en début de semaine pour aller plus la fin de semaine avance, plus le match arrive, quelque chose de plus global, Ouais, révision générale, quoi. avec un peu de tir au but aussi au milieu, parce que je bute pas beaucoup, mais dernièrement, j'ai fait à Pau et j'en tape une, mais il faut que je la mette parce que, ça peut nous permettre de gagner, ou de repasser devant le score comme là, ça Et s'est passé. Mais donc j'en tape pas beaucoup, mais je continue à m'entraîner quand même parce que, à ce niveau-là, la moindre pénalité, surtout sur des fins de match, là où je peux buter, c'est super important. elle est belle en plus, elle passe, hein? Ouais, c'est ça, et quand ça passe, c'est encore plus jouissif, ouais, c'est sûr. C'était la première depuis combien de temps? Dommage qu'on perde, mais Ouais. ça faisait un petit moment, ouais. Bah, surtout qu'en plus, là, je m'étais blessé, donc la première de l'année, Et alors quand tu ça arrives là fait comme ça plaisir. sur la pénalité, tu stresses un peu? Tu dis: «Bon, ça fait longtemps» ou tu joues tout de suite, tu es dans tes repères et tout? Ah, vu que je m'entraîne, c'est une prépa mentale aussi parce que là, en plus, fin de match à Pau qui nous permet de repasser devant le Ah score. oui, ah oui. Donc là, le stade, est contre toi, donc là, c'est être focus, Ouais, sur toi et le ballon, et sur sur la routine de jeu au pied, en se disant que si tu mets tout en place, si tu fais tout ça, tu vas la mettre, donc il y a pas de raison que tu la loupes. Et donc là, j'arrive à être focus, sur ça,
Malheureusement, ça marche pas à tous les coups, mais sur ce coup de pied-là, ça m'a sauvé. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir un peu plus? Être un buteur dans tes clubs? Heu, Peut-être, alors je suis pas triste de pas avoir laissé ce rôle-là de numéro 1, mais c'est sûr que si j'avais été un buteur, plus constant, ça m'aurait peut-être permis de jouer plus ou voir plus en équipe de France Ouais, ouais, bah, c'est ça, bah, tu sais, c'est à ça que je pensais, hein, quand on parlait de ce tir au but et là, c'est sûr que tu vois un Jaminet, un ouais, Ramos, ouais, c'est des buteurs, hein, et que tu aimes bien en avoir 2 sur le terrain. c'est ça qui m'aurait permis sûrement de jouer un peu plus, mais c'est pas quelque chose qui m'attriste aujourd'hui. Je suis content de ça aussi parce que ça me décharge un peu aussi Ouais, ouais, bien sur pas sûr. mal de choses. C'est quand même une pression, d'endosser ce rôle-là, mais donc je suis content de le faire, par, par parcimonie comme ça, sur quelques matchs, Ouais, surtout quand ça sourit parce que quand ça sourit pas, c'est moins cool, c'est moins drôle. mais c'est plus quelque chose qui aurait pu m'apporter que sur justement l'équipe de France, Ouais, c'est ça. que sur un truc qui m'a desservi quand même, Oui, c'est clair, que c'est ça clair. m'a quand même, j'ai quand même réussi à faire, Ouais. à jouer beaucoup de matchs sans ça Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais tu donc vois, c'est marrant. En plus, je pensais à la spécificité de l'équipe de France parce qu'on a Antoine Dupont qui bute pas du tout et du coup, en fait, tu te retrouves avec, si ton 15 ne bute pas, un seul buteur sur le terrain, le 10 donc ouais, c'est vrai que ça a ce côté-là, c'est intéressant. Hem, Dernier point skills, après on va s'arrêter là. C'est quoi que tu le point sur lequel tu aimerais t'améliorer encore? Tu trouves que tu me parlais de que tu avais quelques points faibles encore, c'est quoi que tu aimerais travailler encore, t'améliorer? alors, c'est pas proprement dit sur la technique, parce que Ouais, je le travaille ouais, bien sûr. encore, mais c'est plus sur la vision, l'anticipation, en 1 seconde ou 2, arriver à faire le choix encore plus plus propice à la situation Plus et juste. à ce que ça voilà, le choix le plus juste pour que ça soit, chaque action, que ça soit bénéfique Ouais. Offensivement, tu parce parles surtout du que coup? ouais, surtout offensivement parce que c'est dur, c'est un niveau qui va très vite et une prise de décision rapide avec des très grosses défenses, donc c'est, essayer de travailler ça pour, ce que je travaille encore, hein, mais pour être encore meilleur sur ce plan-là et avoir une prise de décision et dans la communication avec les autres aussi pour qu'on arrive à faire des meilleurs choix, plus de prendre des meilleurs choix et qu'ils soient réalisés sur le terrain à bon escient. Ouais, bien sûr. Trop bien. On a terminé la partie skills. Tu parlais un peu de Vannes, peut-être que tu vas finir ta carrière là-bas. Après la carrière, tu disais que tu avais parlé, tu avais bossé un peu dans la maçonnerie. C'est quelque chose que tu as envie de retourner là-dedans? Tu as envie de faire quelque chose de complètement différent, à la fin de ta carrière? Repartir à la maçonnerie, c'est pas quelque chose qui me botte aujourd'hui, même si, j'étais très content de l'avoir fait, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, et donc je suis content de l'avoir fait. Après, c'est quand même un rôle qui est dur, Mmh. physiquement, surtout l'hiver où avec la pluie, le froid, Bien sûr. puis bon, physiquement quand même, quand tu es jeune, tout va bien, mais il faut voir aussi, finir à potentiellement 35-36 Complètement. ans, physiquement après, le corps fatigue donc peut-être rester, proche du bâtiment mais à voir, dans quel rôle je pourrais avoir mais pas forcément dans un truc physique comme Ouais, la ouais. maçonnerie, Mais peut-être autour du proprement dit bâtiment mais quand même, quoi. ouais, parce que ça m'a toujours plu, c'est quelque chose qui me plaît encore aujourd'hui et donc c'est pour ça que je réfléchis à ça mais je me ferme, aucune porte pour l'après, on sait jamais, des fois, une envie, particulière, une opportunité aussi. Mmh, bien sûr. Donc voilà, mais j'y réfléchis, quoi. C'est pas encore, défini, mais je prends le temps aussi de faire le bon choix De construire ça, ouais, bien sûr. pour me régaler dans l'après-carrière et prendre du plaisir Ah oui, parce que si je fais quelque chose par dépit, sur le long terme, ça marchera pas complètement. donc si je peux, allier le travail et le plaisir,
complètement, ça serait top, quoi. complètement. Hem, Tu vois, tu parlais, au début de l'enregistrement que tu avais une clause, qui avait été négociée de sortie, ou qui t'avait permis de partir au MHR à un moment donné. C'est-à-dire que tu as été accompagné là-dedans. On peut dire celui qui nous a mis en contact, c'est David Grandjean, ton agent. Quel rôle il a joué là sur ta carrière, Parce que je suppose que quand tu es arrivé à Vannes, tu avais pas d'agent et puis après du coup, tu en as eu un à Vannes quand tu es passé pro. Comment ça s'est organisé? Je passais pro avec, même juste la dernière année de Fédéral 1 déjà, je commençais à prendre contact avec les agents pour voir un peu comment ça fonctionnait. Parce que, parce qu'on m'avait conseillé d'en prendre un parce que c'est vrai que et je le vois aujourd'hui, c'est obligatoire d'en avoir Bien un sûr, parce que, ça serait trop compliqué sinon. Et j'ai pas eu d'avis pas d'avis directement, j'en avais eu un autre, bon, peut-être plus, mais sans forcément travailler avec lui, mais voilà, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait parce que moi, j'arrivais dans le monde, je connaissais pas ce monde-là du ouais, bien sûr. professionnalisme, donc j'ai appris un peu sur le tas et c'est vrai qu'aujourd'hui, un agent pour un joueur, c'est hyper important, hein, donc ça aide pour, s'ouvrir plein de portes, surtout quand, tu montes petit à petit, Ouais les compétitions comme ça, comme je l'ai fait où, et tu tu vois, tu connais dis pas grand monde aujourd'hui, pour au s'ouvrir des début. portes et même pour pas s'enfermer, parce que si tu as des trucs où tu as pas de clause, des trucs comme ça, tu peux pas Ouais, partir en fait. exactement et donc justement, tu plein de petites clauses ou des petits détails que tu peux mettre dans un contrat qui te permettent de pouvoir, être Sûr. mieux par la suite et pouvoir sortir comme ça d'un club, avec des opportunités que si tu fais tout seul, tu aurais pas forcément donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu connais rien, c'est important d'avoir une personne pour t'épauler, t'aider pour ce genre de prise de décision, ouais. Ouais, bien sûr et comment ça se passe? C'est toi, à un moment donné, qui dit: «Bon, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe ailleurs» ou c'est l'agent qui vient et qui te dit: «Il y a tel club qui est intéressé». Est-ce que ça t'intéresse? Comment ça se passe en général? Ça peut venir des 2. Quand tu es en fin de contrat, quand tu rentres dans ta dernière année de contrat, dans ton club, tu peux, discuter avec n'importe qui donc ça peut venir du joueur en disant, «Bon, ben, là, je vais si on a fait le tour ou je joue pas». Il y en a qui jouent pas et qui ont envie d'aller voir ailleurs et donc ça peut venir du joueur, ça peut venir aussi des clubs aussi, qui discutent avec les agents en disant, ben, on serait partant de discuter avec tel ou tel joueur pour parler de la suite et donc ça peut venir de tout le monde, mais surtout dans la dernière année parce qu'il y a encore, cette interdiction aujourd'hui de discuter avec les clubs, ou de signer ailleurs. Ça s'est déjà vu, mais bon, c'est particulier, c'est rare, encore aujourd'hui. Officiellement, non, quoi. C'est ça. Officiellement, non, ouais. Ouais. OK, trop bien. La question traditionnelle pour finir l'épisode, qui est-ce que tu aimerais bien voir comme, futur invité sur ce podcast-là, avec lequel on pourrait aller, un peu loin dans ses skills et dans ce qu'il pense? Heu, il y en a plein, hein, mais Arthur Vincent peut-être Ah, avec qui, bah, moi j'ai commencé à Montpellier en même temps que lui. On a quand même 7 ans d'écart, ouais, mais on est vraiment potes, proches, vraiment, du début à aujourd'hui. On se suivi, on a vécu notre première sélection, donc premier moment, on est en chambre ensemble, on vit beaucoup de moments forts, encore aujourd'hui c'est vrai que puis c'est un joueur qui, dès le plus jeune âge, a une maturité, ouais, incroyable, et qui a surpris beaucoup de personnes et qui est vraiment, professionnel, enfin, c'est le professionnel, vraiment, dans tout et qui respecte, et qui coche toutes les cases du professionnel, on va dire, ouais, ouais. Tu qui est aimé de tout le monde en plus, qui est vraiment, qui est agréable au quotidien et qui est bosseur, plus que tout le monde ouais, hyper pour intéressant. pouvoir Oui, en en plus arriver là et lui, il peut vraiment se féliciter et être fier de ce qu'il a fait parce que, bah, c'est pas fini, il est loin d'être fini, hein, mais aujourd'hui, il est vraiment, assez intelligent
et Ouais. professionnel pour endosser ce rôle de leader même, ici à Montpellier qu'il a depuis, plusieurs années alors qu'il a que, 25 ans aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, avec une éclosion de tour. En plus, lui, c'est intéressant parce qu'il s'est fait pas mal chahuter quand même. Il a eu des blessures, il est revenu, il s'est reblessé. Enfin, il faut une force mentale quand même pour revenir à chaque fois au Ouais, exactement sommet et donc ouais, et ouais, ça ça pour ça, il y en a pas beaucoup ah oui. qui sont comme lui et c'est vrai qu'on est beaucoup à être, vraiment, comment dire? Vraiment, surpris par son professionnalisme et sa maturité, parce qu'il a que 25 ans Ouais, aujourd'hui et ça. ça fait déjà moi j'ai eu ma première sélection avec lui en 2020 donc Ouais, il ouais, avait que il a 20 ans éclos très tôt, ouais. et cette force mentale qu'il a, comme tu dis après, 2 opérations croisées et revenir, aujourd'hui il revient à son plus haut niveau et c'est vrai qu'on sait que c'est très dur et aujourd'hui il arrive à le faire et ça c'est très fort, de sa part. Ouais, ouais, ça serait ouais, oui, ça serait super intéressant. Tu m'aideras à rentrer en contact avec lui. Et puis il te parlera de Moggio, parce qu'il nous en parle assez, Ouais. au quotidien là, il te parlera de Moggio avec la fameuse chanson là, qui nous suit maintenant depuis, le titre mais il a Je raison d'être fier parce que moi je suis fier de Pouillon aussi je et il a raison d'être fier de son village et de son ouais, je club. savais pas qu'il venait de Mauléon, Moggio, Ah Moggio. Moglio! Ah oui d'accord, je me Moggio disais à côté de Montpellier, oui, à côté de c'est Moglio, oui. Je un crois je me disais bien qu'il venait de l'Hérault, j'étais surpris ouais, d'entendre, ouais, ouais, non Moglio, oui, bien heu, sûr. ouais, donc Trop bien, génial. Je te très bien. remercie, Anthony, Beh, avec plaisir, merci à toi, hein. j'ai passé un super moment, ouais, Moi merci aussi. de te livrer comme ça et je sais que tu es pas forcément un mec qui aime bien parler et se mettre en valeur, donc ça doit pas forcément être un exercice très évident. Les Landais, ils sont toujours un peu comme ça. Mais merci en tout cas, c'était vraiment génial, je me suis régalé. Ouais, bah, c'était une première pour moi et donc très, très heureux d'avoir, partagé ce moment-là. C'était un grand plaisir. Trop bien. Merci Anthony. Merci à toi.